C'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal du tout. Et bonjour à tous, comment ça va? Ah, 9h36, je suis pas pile ce matin, hein. J'avais dit 9h30, voilà, mais je me suis dit que cette petite musique, ça pouvait être sympa à écouter. Comment ça va? Bonjour, merci d'être avec nous ce matin, en ce lundi matin, en cette nouvelle semaine. Bonjour, bonjour, bonjour. Bon, en générique de France Info, ce serait bien cette musique? Ouais, je vais proposer la direction, on va voir ce qu'ils en pensent. Petit réglage d'abord, est-ce que vous m'entendez bien? J'ai l'impression que ça va, que vous m'entendez bien. Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que ça ressemble à Samuel Etienne? Est-ce que ça... Oui, je regarde les retours. Est-ce que pour vous c'est bon le son? Ouais, c'est clair, d'accord, l'image. Oh, top, super. Bah, c'est parfait, c'est génial. Bon, quelle météo aujourd'hui? Ça va. Ce matin, ce que j'ai annoncé sur France Info, hein, c'est que pour 2 jours, a priori, ça va. Plutôt de la lumière, plutôt des belles journées ensoleillées. Ça reste l'hiver quand même. Mais attention, ça va se gâter. C'est ce que me disait Valérie Maurice, notre spécialiste météo, ce matin. Bonjour depuis le cours de journalisme. Ben, mais c'est-à-dire qu'en fait, je suis l'objet du cours ou tu suis pas trop le cours et tu me regardes en douce avec une oreillette? C'est la bonne question, ça. Bon, alors donc la météo, je vous disais, ça va se gâter là. 2 jours cool et après ça va se gâter, donc profitez-en. Vous êtes d'où là? Moi, donc là, je suis à Paris, vous êtes où là? Bonjour du... Non, non, bonjour. J'avais cru lire bonjour du Rhône et en fait, c'était pas Rhône, il fallait remplacer le R par un T. Bonjour... Toulouse, ça y est, c'est parti. Oh là là, Toulouse, Annecy, Grenoble, Bruxelles, au Québec, génial. Amboise, La Rochelle. On parle beaucoup du Québec en ce moment avec le groupe qui a voulu racheter Carrefour. Bonjour de Marseille, de Poitiers, de Montpellier, de Normandie, d'Arras, de Lausanne, de Royan, de Toulouse, de Blois, de Villejuif, cours dans 30 minutes. Bon, on va essayer d'aller vite alors. De Singapour. Bonjour, super, merci d'être avec nous. Quelle heure il est à Singapour là? Bonjour de Rennes, de Melun, de Lyon, de Cambrai, de Valenciennes, de Zurich, de Tunisie. Bonjour les amis tunisiens, de Deauville, de Montréal. Ah, il y a beaucoup de gens de Montréal. Les Bretons sont dans la place, les Palois sont dans la place, je viens de voir. Stockholm, Islande, Reykjavik peut-être, j'adore. Chantilly, Tours, peut-être la crème de la crème à Chantilly. C'est la crème de la crème à Chantilly. Ça commence fort. Bonjour à tous, que vous soyez de Saumur, de La Rochelle, de Tokyo. Vous êtes vraiment... Aïe, les maudits Shan, Tokyo, j'adore. C'est trop la classe quand même, on a regardé... mais vraiment partout, c'est trop top. De Coulommiers, bon, génial. Merci d'être avec nous. Je suis très très content. Donc pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, elle était bonne ma vanne? Non, c'est pas vrai. C'est hyper sympa, mais elle n'était pas bonne du tout. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, vous êtes dans la matinée, Étienne. Le principe, il est super simple. J'adore l'actu, j'adore les journaux. On lit les journaux ensemble, on en parle ensemble. Et puis on parle de la vie aussi, parce que l'actu c'est bien, mais c'est encore mieux quand on parle de la vie. On va regarder les unes de la presse en région, on va aussi... on va regarder aussi la presse nationale, bien sûr. On va la mettre en ordre ensemble. Je regardais un petit quelque chose. Alors, je vais vous l'arranger un petit peu. Ouais, il y a un petit popcorn demain, effectivement, sur Twitch. Merci de l'invitation, d'ailleurs. Ça, je vais vous en parler. Ça, c'est obligatoire, parce que c'est vraiment un dossier super important. Il y a 2 choses en une de l'humanité ce matin. Il y a les féminicides en France. Comment en finir avec l'inaction? On va évoquer des chiffres qui font froid dans le dos. Et puis, on va parler aussi de ce nouveau hashtag qui est né ce week-end là, sur Twitter. Le hashtag MeTooInceste. On connaissait le hashtag MeToo. Là, c'est MeTooInceste. Depuis ce week-end, on a des témoignages extrêmement forts, troublants, sur cette libération de la parole en France sur la question d'inceste. Donc on va pas commencer avec ça, mais je vais vous en parler ce matin. C'est la une de l'Humanité. Il y a un article aussi très intéressant sur cette question, parce qu'on est sur des choses graves ce matin dans le Figaro Santé. Je vous montrerai tout à l'heure. Dans le Figaro Santé, on a aussi un truc qui est passionnant. Je suis en train de ranger un petit peu les choses dans lesquelles je vais vous mettre, sur la tyrannie du sens dans le travail, hein, à savoir que on n'est pas obligé forcément d'avoir tous un boulot génial, que la vie elle est peut-être ailleurs, qu'il y a peut-être une tyrannie du super job. Je trouvais que c'est un article hyper intéressant. Voilà l'article que je cherchais dans le Figaro sur l'inceste en France, ultime avatar de l'ensauvagement de la société. Je n'ai lu que les premières lignes, on le lira ensemble, on le découvrira, mais ce que j'ai lu, c'était vraiment extrêmement intéressant. Je le mets donc avec l'Humanité.
Dans le Figaro Écho, il n'y avait rien ce matin. Évidemment, la crise sanitaire est toujours à la une de vos journaux, notamment avec eh bien, les critiques des élus locaux du Figaro qui critiquent les défaillances logistiques. On a un édito très critique sur les problèmes d'organisation de cette campagne de vaccination. Vous savez qu'on rentre dans la deuxième phase aujourd'hui, les plus de 75 ans. Or, EHPAD et maisons de retraite, ça ne fonctionne pas très très bien. En attendant l'intendance, c'est l'édito d'Yves Tréhard ce matin dans le Figaro. Donald Trump, il est très intéressant ce titre, il donne envie. Après la déroute, la banqueroute, puisque Donald Trump va devenir dans quelques jours un citoyen presque comme les autres. Il est toujours le milliardaire que l'on sait, le chef d'entreprise, mais justement du côté de ses affaires, ça marche pas très très fort. L'article sur le super job, c'est dans le... je vois une question là-dessus, c'est dans le Figaro Santé. Donc après la déroute, la banqueroute, excellent dossier de Libération, je vous le mets de côté. Les Échos se penchent sur cette nouvelle étape donc, de la vaccination de masse qui débute aujourd'hui en France. On verra ensemble si, comme certains le redoutent, on ne se dirige pas vers une pandémie sans fin. Je sais, c'est pas forcément une très très bonne nouvelle, c'est pas sûr. La crise sanitaire, ou plutôt ses conséquences économiques, également à la une du Parisien ce matin, avec comment les restaurants essayent de s'en tirer, multiplient les initiatives. C'est extrêmement dur pour eux, je crois. Et donc, voilà, le Parisien s'intéresse un petit peu à ces initiatives des restaurateurs pour garder le contact avec la clientèle, notamment, alors que le fameux guide Michelin, la nouvelle sélection est dévoilée aujourd'hui dans cette année si particulière. On range ça dans le dossier Covid-19. Ça, c'est Covid-19 aussi. Qu'est-ce qu'on fait de la dette ? Cette dette énorme qu'on est en train d'accumuler. Certains prônent qu'on l'annule, tout simplement. Est-ce que c'est aussi simple ? Et puis la Croix qui nous parle aussi de Trump et de Biden. Donc j'ai envie de ranger ça avec Libération. Je fais mon petit rangement en direct. Voilà. Et puis, je salue les amis québécois là, tout à l'heure dans le chat. On parle beaucoup du Québec en ce moment, puisque le groupe Couche-Tard, le groupe canadien-québécois Couche-Tard a voulu racheter le français Carrefour. Et au nom de la souveraineté de la France, eh bien Bercy a dit non. Alors les milieux économiques, notamment l'Opinion, qui est un journal libéral très proche des entreprises, dit que c'est vraiment une très mauvaise chose, un très mauvais signal envoyé à l'étranger vers d'éventuels investisseurs. Ça, c'est un petit peu les unes. Qu'est-ce qu'on a dans la presse nationale ? Je vous donne un petit peu envie là, d'intéressant aussi. Une poussée peut-être de l'épidémie en mars. On lira ça dans le Figaro. Alerte au j'arrive jamais à le dire. Papillomavirus, ouais. Il y a un vaccin maintenant contre ceci, mais qui est assez peu distribué en France. Donc il y a une campagne d'information qui débute aujourd'hui en direction des jeunes femmes, mais aussi des jeunes hommes. Vous êtes peut-être concernés, on en parlera. Et puis on parle beaucoup de cannabis en ce moment, puisqu'il y a une consultation nationale qui a été lancée par l'Assemblée nationale, on en a parlé ensemble. Et là, le Parisien est allé voir des maires de régions parisiennes pour leur demander ce qu'ils pensent de la dépénalisation, de la légalisation du cannabis, pas thérapeutique, récréatif comme on dit. Le résultat est assez étonnant. Qu'est-ce qu'on a dans les pages intérieures des journaux qui pourrait un petit peu piquer notre curiosité ? Non, je vous ai à peu près tout montré. Alors, depuis quelques jours, j'ai plusieurs magazines dont je n'arrive pas à vous parler le matin, parce qu'il y a tellement de choses. Donc, j'essaye d'avoir le temps. J'espère qu'on aura le temps aujourd'hui de parler de ce numéro de l'Obs, parce qu'à force de l'annoncer tous les jours, je vais finir par arriver au prochain numéro de l'Obs. Donc, ce serait quand même extrêmement embêtant. Bruno Latour, le penseur qui inspire la planète. C'est un intellectuel français parmi les plus connus actuellement à l'étranger. Moi, je ne le connaissais pas. Je me suis penché un petit peu sur sa pensée. On regardera ça ensemble. Pas mal de choses dans les journaux, bonne nouvelle, donc c'est à peu près mis dans l'ordre. Vous savez que quand je commence à 9h30 comme ça veut dire que j'arrive directement de la matinale de France Info, donc j'ai à peine fini la matinale que je saute sur ma moto, que j'arrive ici, que je remplis mon thermos de café, parce que sinon ça ne peut pas démarrer, que j'embrasse mon petit loulou, le dernier, celui qui n'est pas à l'école, et ça prend un petit peu de temps, et donc du coup j'étais pas super ready. Mais la caméra marche, le son marche, le café est fait, je crois qu'on va pouvoir jeter un coup d'œil à la presse en région. Allez, on va regarder ça
tout de suite. Suspense, suspense, suspense. Est-ce que mes branchements marchent dans un instant? On va savoir si j'ai correctement connecté ma tablette au stream pour passer avec vous en revue la presse régionale. Suspense. 3, 2, 1. J'ai cru que ça marchait pas. Le mauvais suspense. Ok, c'est bon. Ça veut dire qu'on va pouvoir parler de la presse en région. J'ai eu peur. Alors avant de commencer la presse en région, puisque je viens d'arriver, puisqu'on va s'installer tranquillement, on va se faire un petit café. Je vous invite à la maison, pareil, à vous faire un petit café. Si vous êtes du FC, du team thé, chocolat chaud, tisane, chicorée, jus de raisin, jus d'orange, coca, truc énergisant, c'est comme vous voulez. Je déconseille l'alcool à 9h47, c'est pas une très très bonne idée. Bon café à tous, je vous envoie la musique du café, puisque j'ai une musique pour le café. C'est bon pour le café. J'ai quelqu'un dans le chat, je pense que c'est la même personne qui vient de me demander plein de fois, qu'est-ce que j'ai comme moto. Je vais satisfaire sa curiosité, sinon il ne va pas écouter les journaux. J'ai une Indian. C'est quoi son nom? Elle a un nom bizarre à rallonge. Alors la marque, je l'ai. C'est la Chieftain Dark Horse. Voilà, c'est une moto un peu Harley. En fait, c'est une vieille marque américaine, plus ancienne encore qu'Harley. Je voulais une moto un peu comme ça, un peu papy, elle est très belle, elle est noire, mat, elle est couleur de la nuit un petit peu, elle est un peu mystérieuse, mais je voulais pas une Harley parce que voilà, je trouve que c'est une marque qui est un petit peu forte, Harley, un petit peu lourde à porter. Il y a tout un univers Harley dans lequel je me reconnaissais pas forcément, et donc c'est une grosse Indian, c'est un peu une moto de papy. J'ai eu plein de choses. Dans ma vie, j'ai eu des japonaises, j'ai eu des italiennes, j'ai eu des sportives, mais là je me suis dit qu'en tant que papa, c'était bien que je roule sur un truc un peu plus tranquille. Donc j'ai la musique sur ma moto, sur le périphérique parisien le matin, à 2h30 du matin, j'ai la musique à fond. Sur le périph', je réveille personne, j'ai le droit. Voilà. Et puis, comme je suis passionné de deux roues et que j'ai pas de voiture, j'en ai jamais eu, j'ai un gros scooter aussi, pour quand il pleut. Parce que ma belle moto noire, je l'ai depuis un an, elle a jamais vu la pluie. Donc le matin, je prends mon téléphone, à 2h30, je regarde la météo. S'il y a de la pluie, je prends le scoot, qui a sa jupe, qui a son pare-brise, qui a ses manchons, qui a les poignées chauffantes là. Et puis ici il fait beau, je prends la grosse moto. À quand la moto électrique? Bientôt, je regarde ça avec beaucoup d'attention. Bon, on arrête de parler de... Pourquoi je me lève à 2h30? Je me lève à 2h d'abord. Je me lève à 2h parce que je dois être à la rédaction de France Info à 3h chaque matin pour préparer la matinale de France Info, la télé, pas la radio, mais la télé. Donc prise d'antenne à 6h sur France 2 d'abord une première demi-heure, et puis ensuite 2h de 6h30 à 8h30 sur France Info, et ça se prépare pas comme ça. Il faut lire la presse, il faut regarder les reportages, il faut parler de l'actualité avec son équipe, avec son rédacteur en chef, avec ses chefs d'édition, avec les journalistes, avec les chroniqueurs, le spécialiste politique, le spécialiste de l'économie, etc., etc., etc. Donc ça ne se fait pas comme ça, il faut 2-3 heures de préparation minimum. On arrête de parler de moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt l'actu, les journaux, et vous, ce que vous en pensez. On y va avec la crise sanitaire, le Figaro, vaccin, les maires critiquent les défaillances logistiques. Bon, on peut dire que le Figaro, depuis le début de cette crise sanitaire, dit que le gouvernement n'est pas à la hauteur. L'affaire des masques, l'affaire des tests, aujourd'hui des vaccins. En même temps, on va pas dire que le Figaro se trompe. On va aussi dire que dans plein d'autres pays dans le monde, sinon la plupart, c'est aussi extrêmement compliqué. Le gouvernement allemand a droit à des critiques, le gouvernement britannique a le droit à des critiques. Il y a des critiques aux États-Unis, il y a des critiques un petit peu partout. Il n'y a guère qu'en Israël, où le gouvernement est particulièrement efficace dans cette crise, pour des raisons spécifiques qu'on a déjà évoquées ensemble, qu'il y a un peu moins de critiques. Qu'est-ce qui se passe là? Ce sont les élus locaux qui ont cherché à aider, à participer à ce mouvement de la grande vaccination qui commence aujourd'hui, la vaccination grand public, donc notamment pour ceux qui ont plus de 75 ans, en ouvrant des centres de vaccination. Le problème, c'est qu'ils ont rencontré de grandes difficultés pour obtenir
des consignes, des directives claires, et encore plus pour obtenir des doses de vaccins, parce qu'il y a un problème de pénurie. Il y a un très bon éditorial d'Yves Tréhard ce matin, qui est quelqu'un important au Figaro, qui est, je crois, le directeur adjoint de la rédaction, Yves Tréhard, que je connais bien. Il a un édito qui est assez pertinent, dont je vous lis quelques mots. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas commencé la presse en région, vous avez raison. Après l'édito d'Yves Tréhard, on va aller voir la presse en région, j'avais oublié. En attendant l'intendance. De toute façon, la presse en région, elle parle beaucoup du Covid-19, donc ça fera une très bonne transition. Depuis longtemps, l'intendance ne suit plus. Tel était, mot pour mot, le constat de Jean Castex à son arrivée à Matignon il y a 6 mois. 6 mois plus tard, rien n'a changé. Le pouvoir exécutif multiplie les déclarations volontaristes, mais sur le terrain, les cafouillages continuent. Il y a les discours et puis il y a les actes. Tiens, ma tablette a disparu, c'est normal. D'ailleurs, puisque je parle de Figaro, hop. Après l'affaire des masques, les désordres du dépistage, je vous en parlais, la campagne de vaccination est au cœur des crispations françaises. Alors que les maires, les élus, ouvrent des centres dédiés par centaines, eh bien, la demande de la population ne cesse de progresser, les carences de l'État sont toujours aussi manifestes. Ça, c'est pour la critique du Figaro. Avant d'aller voir la presse en région, parce que je vais oublier sinon, dans l'actualité, il y a parfois quelques mauvaises nouvelles. Question, ou plutôt, c'est pas une question, c'est quasiment une promesse, pour ce scientifique, le professeur Arnaud Fontanet, eh bien, on aura une poussée de l'épidémie. C'est mignon. Oh, c'est trop chou. Salut Samuel, j'ai parlé de ta chronique à mes parents. Mon père m'a raconté qu'il t'avait renversé en voiture alors que tu roulais en moto il y a quelques années à Paris et qu'il avait été très surpris par ta gentillesse et ton savoir-vivre, comme il disait. Du coup, désolé de sa part. Mais j'adore, vous vous rendez compte? C'est ça qui n'est pas à la télé. C'est incroyable. Je suis en train de vous lire un truc. Et là, hop, on revient à ma vie de cascadeur. Oui, c'est parce que c'est le problème des motards, c'est que c'est un peu fragile ces choses-là. Et puis, c'est drôle ça. Oui, alors j'ai eu quelques accidents à Paris, j'ai parfois été fauché par des voitures, c'est vrai. Donc, dis à ton papa qu'il n'y a pas de mal, je suis en pleine forme. Voilà. Et puis, bon, je suis content de lui avoir laissé un bon souvenir. Voilà, j'espère que j'ai pas trop abîmé sa voiture. C'est drôle ça. C'est drôle. Jackie Etienne Chan. Jackie Chan. C'est drôle. Ah, c'est amusant. Bon, dis à ton papa que voilà, il n'y a pas de mal. Tout va bien. C'est drôle. Bon. Donc, je reviens à mes mauvaises nouvelles. Poussée de l'épidémie en mars en France, prédite par le professeur Arnaud Fontanet, avec un couvre-feu, je vous lis l'article, avancé à 18h sur tout le territoire, hein, vous savez. La France pourra-t-elle échapper à un 3e confinement dans les semaines qui viennent? Le professeur Arnaud Fontanet, épidémiologiste à l'Institut Pasteur à Paris, il est aussi membre du conseil scientifique, est pas très rassurant, notamment à cause du risque fait peser, on en a parlé ici, l'apparition des variant du virus, notamment le britannique, qui inquiète donc Arnaud Fontanet et lui fait craindre un rebond de l'épidémie en mars. Bon, on aurait un pic en mars. Pas très bon pour notamment les vacances de février, ça. Pour lui, l'actuel couvre-feu à 18h risque d'être insuffisant. Donc là, voilà, le spectre du nouveau confinement, du reconfinement national ou régional, le voilà, il est de retour. Hein, certains scientifiques disent que ce couvre-feu à 18h ne va pas suffire. C'est pas le premier, monsieur Fontanet. J'ai des bonnes nouvelles quand même, parce que j'essaie de vous en donner. Arnaud Fontanet espère un retour à la vie normale sur le dernier trimestre 2021. Mais pour cela, il faudrait quoi? Une grande diffusion, une plus grande diffusion des vaccins. Donc on peut retrouver une vie normale, selon Arnaud Fontanet, pour le dernier trimestre 2021. Je lisais une autre scientifique ce matin qui disait le deuxième semestre 2021, peu ou prou, ça revient au même, mais il faudrait une plus grande diffusion des vaccins, et c'est pour ça qu'on en parle autant. Mais là aussi, il est optimiste, vous voyez, hein, il y a des bonnes nouvelles aussi dans les journaux. Il dit, ce professeur, qu'il est optimiste sur une échelle de 6 mois pour une vaccination de la totalité de la population grâce à l'arrivée de vaccins supplémentaires, les nouveaux vaccins plus faciles à distribuer comme ceux d'AstraZeneca et de Johnson & Johnson. Donc l'espoir, il peut venir de ces nouveaux vaccins. En France, on a le Pfizer-BioNTech et on a le... c'est pas l'AstraZeneca, on l'a pas encore celui-ci. J'ai oublié le nom de l'autre, je vous en ai parlé pourtant, mais je sais que dans le chat, il va apparaître dans un instant. Donc vous voyez, il y a des inquiétudes. Moderna, merci, heureusement que vous suivez. Il y a des mauvaises nouvelles, il y a des inquiétudes, mais il y a aussi des bonnes nouvelles sur le front de cette guerre. Bravo dans le chat pour la ref Moderna. Est-il possible que le gouvernement ait ralenti la diffusion des vaccins pour
tendre Sanofi. Opium 95 pose la question. Franchement, on est un peu dans la théorie du complot là. Alors, est-ce que le gouvernement aurait ralenti la distribution du vaccin pour favoriser Sanofi, qui est super à la bourre, il est vrai, sur son vaccin? Franchement, je pense qu'on est dans une démocratie. Je pense qu'on est, grâce aux journalistes et aux médias, dans un régime transparent où tout se sait. Où tout se sait. Et s'il y avait des soupçons là-dessus, il y aurait enquête, notamment des journalistes en France, et ça se saurait. Donc franchement, je serais extrêmement surpris. Ça sent un petit peu la théorie du complot. Vous savez ce que j'en pense. La théorie du complot, c'est parfois une explication simple à un problème compliqué. Donc méfions-nous de ces histoires de complot, de calcul. Voilà. Bon, a priori, ils sont pas forcément super efficaces, mais ils font ce qu'ils peuvent. Et les critiques qu'on voit en France, notamment sur ce déploiement trop lent de la campagne de vaccination, vous savez, on l'a quasiment dans tous les pays du monde. Voilà. Hop, ça c'est pour le Figaro. Et comme quelqu'un me le faisait remarquer dans le chat, on a oublié la presse en région. Donc non, on y va. On va voir la presse en région. Qu'est-ce qui fait la une ce matin des journaux? C'est parti. On a du sport. On a du sport. Est-ce qu'on est sur la bonne date, 18 janvier? Ce serait ballot de vous lire les journaux de la veille. J'en suis bien capable. Ok. Ouais. D'accord. C'est drôle parce qu'il y a finalement moins de Covid ce matin. C'est drôle. Bon, à la une du Courrier Picard, cette phase 2 de la campagne de vaccination qui débute pour les plus de 75 ans. Le Courrier Picard qui donne la liste des centres de vaccination dans la Somme. Le problème, c'est que quand on appelle ces centres, quand on arrive à les joindre, le problème, c'est que bien souvent, il n'y a plus de place pour se faire vacciner. Qu'est-ce qu'on a Ah, il y a des bonnes nouvelles, La une du Dauphiné libéré, on est dans la région de Grenoble, on a une épidémiologiste de la région, c'est une infectiologue pour être précis, une infectiologue iséroise, elle s'appelle Catherine Lacombe, et elle dit « On a bon espoir d'un retour à la normalité ». On verra, il y a un article tout à l'heure qui s'interroge, c'est dans les Échos, de savoir si cette pandémie va être sans fin, notamment en raison de l'apparition des variants. Cette scientifique dit « On a un bon espoir d'un retour à la normalité ». Regardez, mais en rouge au-dessus, si nous agissons dès maintenant, notamment sur la question vaccinale. C'est cette scientifique dont je parlais tout à l'heure qui espère un retour à la normale pour le deuxième semestre 2021. Voilà pour cette bonne nouvelle en une du Dauphiné libéré. On continue à feuilleter la presse en région. Pourquoi la Dépêche du Midi fait cette une? Épargne, où placer votre argent? C'est plus une de magazine, ça, type l'Express, Le Point, ou les magazines spécialisés en patrimoine. C'est juste que là, on sait qu'il y a eu énormément d'économies faites par les Français pendant la crise sanitaire, Non, c'est pas un titre putaclic, pas du tout. Ça rejoint une vraie réalité. Beaucoup d'économies pendant la crise sanitaire, notamment pendant les confinements, parce que on a moins dépensé. Pas de voyage, impossible. Les restos fermés, les sorties, c'est compliqué. Non, mon ordinateur ne souffre pas. Il souffle. Il souffle, en fait. Voilà. Le problème, c'est qu'il suit le mouvement. Vous êtes plein dans le chat, je parle très très vite, donc le pauvre, il a chaud. Donc il souffle. Il souffle pour se rafraîchir. Il faut savoir respecter le PC qui souffre et qui souffle pour se rafraîchir. Ne t'inquiète pas mon petit bonhomme, tout va bien se passer. C'est pas parce que tu fais un petit peu de bruit que je vais me séparer de toi. Rassurons cette petite bête quand même. Donc, pourquoi cette une? Parce que il y a un bas de laine, très important des Français qui a été constitué pendant la crise sanitaire. Et maintenant, la question est de savoir où placer cet argent. Mieux que le placer, nous diraient les économistes, il faut plutôt le dépenser pour relancer la machine économique, si je puis me permettre. Voilà. D'où cette une intéressante de la Dépêche du Midi. Bon, qu'est-ce qu'on a encore? Ouais, alors bon, du côté de l'Éclair des Pyrénées, on nous dit que ça respecte le couvre-feu de 18h. En tout cas, du côté du Béarn. Hier, je discutais avec une pharmacienne à Paris, dans mon quartier, qui me disait que, en tout cas, vers chez moi, 18h15, 18h30, 18h45, les gens sont là. Enfin, certains sont là en mode tout va bien, quoi. Donc, c'est pas toujours respecté partout. Voilà. Jamais sans mon vaccin. Titre l'Est
est clair, voilà, avec des standards pour prendre rendez-vous qui saturent déjà. Alors c'est ça qui est fou, c'est qu'il y a quelques semaines, on s'interrogeait sur la défiance des Français vis-à-vis du vaccin, et là maintenant, tout le monde en veut. Bon, manifestement, les Français ont été pour partie rassurés, peut-être par les campagnes de vaccination à l'étranger, par le fait qu'il n'y avait pas beaucoup d'effets secondaires, mais en tout cas, voilà. Avant, on ne voulait pas se faire vacciner, et maintenant, il n'y en a plus assez. Certains diront que c'est un petit peu les contradictions de l'esprit français. Qu'est-ce qu'on a intéressant encore en une de la presse en région? Oui, ça je l'ai vu ce matin. Oui, bon, ça c'est la confirmation de ce qu'on disait. Chacun cherche son vaccin. Hein, Libération Champagne. Oui. La logistique du vaccin, bah, c'est bien ce qui pose problème. C'est l'édito du Figaro qu'on vient de lire à l'instant. C'est la une du Midi Libre, hein, Montpellier. On sait que par exemple, effectivement, pour rebondir sur une question qui était posée tout à l'heure, on a 500 000 doses de vaccins livrées chaque semaine par l'Union européenne. Et pour l'instant, bah, on n'arrive pas à les distribuer. Il y a un problème de logistique, clairement. Ok, la une de Nice Matin. Quelqu'un me disait, est-ce que tu vas parler de Nice Matin? Ce matin, pas de problème. Nice Matin, très bon journal d'ailleurs. Les hôtels paient la note. Et ça, s'il y a un secteur hein, qui est impacté, c'est notamment celui-ci. Il y en a d'autres, hein, bien sûr. Ce matin sur France Info, on parlait des intermittents, par exemple. Mais l'hôtellerie, restauration, extrêmement touchée. Les hôtels paient la note. Plusieurs ont déjà licencié sur la Côte d'Azur, nous explique Nice Matin. D'autres résistent grâce aux mesures de soutien du gouvernement, grâce au chômage partiel notamment. Mais pour combien de temps, s'interroge le journal. Effectivement, le secteur hôtelier est très important à Nice, ville touristique, s'il en est. Magnifique ville. Qu'est-ce qu'on a encore? Bon, la Touraine est prête pour la vaccination. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? En une de la Nouvelle République. Les demandes affluent, oui. Prête, oui. Mais est-ce que tout le monde aura un créneau? C'est ça la question. Ah, bah oui. Je pose la question. Réponse. Ouais. De quelqu'un qui est concerné manifestement sur le secteur hôtelier. Là. Catastrophe au niveau de l'emploi dans l'hôtellerie, des milliers de gens virés chaque semaine. Et c'est extrêmement dur, bien sûr. Je pose une question à l'instant. Hein. Est-ce qu'on aura tous un créneau, en tout cas les plus de 75 ans, puisque ce sont ceux qui sont concernés à compter d'aujourd'hui pour se faire vacciner? Bah, Ouest France semble en douter. Il faudra être patient, titre le grand journal de l'Ouest. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Oui. J'ai vu que le petit bleu d'Agen disait que la préfecture de Lot-et-Garonne avait pris un arrêté comme quoi il faudrait porter le masque au moins jusqu'en avril. Sans être pessimiste, je pense qu'on le gardera un petit peu plus longtemps. Oui. Oui, ça c'est drôle ça. J'ai pas eu le temps de me plonger dans la Provence. C'est drôle, quelqu'un à l'instant disait, mais est-ce qu'on lit la Provence aussi? Oui. Est-ce qu'on lit la Dépêche du Midi? Bien sûr. C'est un journal que j'évoque tous les jours. La Provence, en Provence, justement, les derniers fidèles de Trump. C'est pas des Américains, c'est des Français. Hein. Le Marseillais Stéphane Ravier, le Berrois Antoine Bodino ou encore le Vauclusien Thierry Mariani. Vous les connaissez peut-être, ils sont des élus de votre région. Des personnalités politiques de la région ont apporté un soutien inconditionnel au président américain qui laissera le pouvoir mercredi au démocrate Joe Biden, reçu d'une histoire d'amour entre ses responsables politiques français qui aura duré 4 ans et connu une triste fin. Donc, un reportage pour ceux que ça intéresse sur les derniers fidèles de Trump en Provence. La République du Centre nous demande si on est prêt pour le vaccin. Si on pose la question aux Français dans les sondages, eux, ils sont prêts. La question, c'est est-ce que l'État est prêt à vacciner les gens? J'ai plein de bonnes nouvelles ce matin sur la crise sanitaire. On parle de vaccin, on parle de vaccin, on parle de vaccin. On commence à parler de médicaments également. Là, c'est en une de l'autre journal breton, le Télégramme, à Nantes sur la piste d'un médicament. On ne parle pas de vaccin, mais d'un médicament pour traiter le Covid-19, pas l'empêcher, mais bien le traiter. C'est une start-up de Nantes qui est en train de l'élaborer, le Xenotera, ce médicament, potentiellement efficace, il faut rester un petit peu prudent bien sûr, contre le Covid-19, qui est en phase de test dans plusieurs hôpitaux. J'ai pas eu le temps de me pencher, j'ai juste fait une petite recherche rapide ce matin pour vérifier qu'effectivement cette information était sérieuse. Elle l'est. Le Xenotera, j'ai pas eu le temps de faire une petite recherche. Est-ce que je peux rapidement vous trouver un article, parce que c'est quand même intéressant, hein, sur ce médicament, comment il agit? Quel espoir Xenotera il peut représenter? Je fais une petite recherche rapide.
Bon, là, je suis sur la page du laboratoire. C'est pas ça que je vais vous lire parce que c'est pas leur communication qui nous intéresse. Je cherche un journal. Ah bah, j'ai l'article du Télégramme. Est-ce que j'y ai accès? Ouais. Non, non, c'est un article incomplet. Ouais. Tiens, là, j'ai un article de... Hop, pas mal ça. Qu'est-ce que nous dit l'article de la Tribune? D'accord. Lisons juste ces quelques éléments pour savoir quel est ce médicament. C'est un article, regardez, paf, de la Tribune, hein, le journal économique, donc avec Zenotera qui veut accélérer son essai clinique de son traitement en Europe. Là, c'était un article en décembre dernier, mais ça y est, maintenant, on est en phase de test manifestement. Donc, c'est la biotech nantaise Xenotera. En fait, c'est le nom du labo, ok. Ok. Une technologie voulue pour enrayer l'aggravation de la maladie. D'accord. Ok. Comment ça marche? Bon, l'article ne le dit pas. Il faudrait que je vous trouve... Hein, si ce médicament se révèle prometteur, on ira voir de quoi il retourne. En tout cas, voilà, il y a aussi un travail sur les traitements. Voilà. Ok. Et puis, bon, confirmation avec cette une de l'Union. On est dans la région de Reims, là, qu'il y a beaucoup de une quand même sur cette nouvelle phase de la campagne de vaccination en France qui nous montre que l'attente est très très forte en France vis-à-vis du vaccin, alors que ce n'a pas été le cas les semaines précédentes. Mais il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Ça y est, hein, on a parlé de Nantes, donc il y a débat dans le chat de savoir si Nantes est en Bretagne ou pas. Ça y est, c'est parti. Hein. Et puis après, on va parler du Mont-Saint-Michel. Et après, on va lancer le débat sur la chocolatine. Non, on n'aura pas le temps. Hein, on n'aura pas le temps. Bon, ça c'est pour la presse en région. On voit que la crise sanitaire est toujours extrêmement présente. On va revenir à la presse nationale maintenant, après le Figaro qu'on a déjà évoqué ensemble. Ça y est, c'est parti pour le team pain au chocolat et la team chocolatine. Et le Mont-Saint-Michel aussi, c'est parti. J'aurais jamais dû parler de ça. Qu'est-ce que je pourrais lancer aussi comme débat là, comme ça, qui tue? Tiens, donnez-moi encore un... Tiens, pour la prochaine bêtise que je dirai à l'antenne, quel genre de débat qui peut bien diviser aussi, hein? Chocolatine, Mont-Saint-Michel, Nantes, en Bretagne, on en a parlé. Qu'est-ce qu'il y aura encore? Vous avez des idées comme ça de trucs le beurre demi-sel ou doux, ouais. Ah oui, le Proche-Orient, bien sûr, si on parle là-dessus, là, c'est carrément compliqué, ouais. Ouais. Console PC, ouais, c'est pas mal. Thé ou café, ah j'adore. Ananas sur la pizza, alors ça, oui, ça c'est important. Le lait après les céréales ou avant les céréales, PSGOM, mais vous avez raison en fait. Il y a plein de sujets qu'il ne faut pas trop aborder en fait. Team chien ou chat, ça on en a déjà parlé, je me suis fait engueuler parce que j'ai dit que j'étais super chien, moi, je me suis fait engueuler par tous les amoureux des chats. Sac ou pochon, je sais pas, c'est polémique ça. Sac ou pochon, est-ce qu'on mouille la brosse à dents avant ou après le dentifrice? J'adore. BFM ou France Info, il n'y a pas débat là les amis là-dessus. Il n'y a pas débat là-dessus, c'est drôle. Vous êtes top. Comme quoi, hein, c'est beaucoup plus sympa quand même une émission quand on la fait ensemble que moi tout seul. Donc allez, on retourne à la une des Échos avec voilà, le test de la vaccination de masse qui arrive. Cette course de vitesse qui est engagée contre le virus mutant, nous dit l'équipe. Il y a une question aussi qui est... Ah oui, je vous en ai parlé hier déjà. Est-ce qu'on ferme ou pas les frontières de la France? Certains pays l'ont décidé, Australie, Nouvelle-Zélande, d'autres encore, mais en général, ce sont tous des îles. Même quand ce sont des îles continents comme l'Australie, ce sont des îles. Il est relativement facile de fermer les frontières. Dans un pays au sein de l'Union européenne, comme la France, on a vu que c'était beaucoup plus compliqué. Certains n'y croient pas du tout. En tout cas, la question se pose. Un test anti-Covid pourrait être exigé pour entrer en France. Si elle a résisté jusqu'ici, voilà, à exiger des tests anti-Covid aux Européens qui entraient sur son territoire, la France envisage de le faire maintenant. Donc pas seulement pour les gens hors Union européenne, mais pour tous les gens qui viendraient d'un autre pays, même si vous venez d'Allemagne, de Belgique, quid des frontaliers? Très bonne question. De Chocopop 3, voilà, on parlait de céréales, je pense que tu as choisi ton camp, toi. Chocopop, c'est bien, j'adore. Donc même pour les Européens, l'Elysée se demande si on ne va pas devoir demander des tests
négatif, bien sûr, du Covid-19 à ceux qui arrivent en France. La réflexion est en cours, explique l'Élysée. C'est écrit ce matin dans Les Échos. Mais pourquoi ils n'ont pas pris la décision? Parce que la France aimerait que ce soit dans le cadre d'un accord européen. Certains pays européens ont déjà pris la décision, d'ailleurs unilatéralement. De très nombreux pays européens ont dégainé unilatéralement cette exigence de test, expliquent Les Échos. L'Italie l'a fait depuis novembre. La Belgique qui soumet les voyageurs en provenance de l'étranger, d'où qu'ils viennent après les fêtes de Noël. L'Allemagne teste également les voyageurs européens, avec plus ou moins de sévérité selon qu'ils arrivent de zones à risque ou pas. L'Espagne, les Pays-Bas, la Grèce, l'Autriche réclament eux aussi des certificats de test PCR négatifs à leur entrée sur le territoire. Donc la France est plutôt en retard sur ce mouvement et l'Élysée est en train de se demander si nous aussi on ne va pas le faire. Bon, je sais qu'à la maison on se demandait si on n'avait pas... pour s'aérer un petit peu, je sais pas, partir un tout petit peu à l'étranger pour les vacances de février, là. Je suis en train de dire à Hélène, mon épouse, que ça sent pas très bon quand même, hein, les voyages là pour les semaines qui viennent. Bon, je suis pas sûr qu'on puisse bouger beaucoup. Ça, c'est la question qui fait peur. Question qui fait peur. Est-ce que j'ai une musique qui fait peur? Pas tellement. J'ai une musique de suspense, je vous la remets. La question qui fait peur. Virus mutant vers une pandémie sans fin. Pandémie sans fin, c'est-à-dire en fait on va pas sortir du truc. Ok, lisons cet article, page... Ah, j'en fais du bruit avec mes journaux, j'adore d'ailleurs. J'adore ce bruit. C'est le bruit de la presse, c'est le bruit de l'info. Ah, c'est le bruit du bonheur. Lisons cet article des Échos, page 12. Je le savais, c'était juste pour refaire du bruit. Ah ouais, c'est vachement intéressant. C'est sur l'explication du variant. J'ai trouvé ce passage passionnant. Écoutez, le variant, le fonctionnement du variant, du virus. Assurer la survie de l'espèce est le but du principe de réplication de toutes les formes du vivant sur Terre. Le virus, c'est une forme du vivant. Pour s'adapter aux évolutions de leur environnement, elles utilisent pour cela un mécanisme connu sous le nom de polymorphisme nucléotidique. Nucléotidique, j'ai encore appris un mot aujourd'hui. La modification génétique aléatoire à chaque copie d'une paire de bases du génome. La plupart du temps, ces mutations, donc c'est un truc classique dans le vivant, ces mutations sont mineures et n'induisent pas de changement biologique. Ok. Les virus ne font pas exception et ce mécanisme leur permet parfois de s'octroyer un avantage concurrentiel. Plus l'épidémie gagne du terrain, plus de telles réplications s'opèrent et plus ces mutations se multiplient. Fin novembre, une équipe de biologistes et de généticiens avait identifié 12 706 mutations dans l'analyse de plus de 46 000 génomes du SARS-CoV-2, donc du Covid-19. On parle du variant britannique, du variant sud-africain, du variant brésilien, mais en fait, on en a déjà identifié des milliers. Et quand une de ces variations est plus bénéfique à l'espèce, en l'occurrence ici au virus, eh bien, elle prend le dessus. Le virologue, ou plutôt la virologue Mylène Ogliastro, souligne donc l'importance d'agir vite. C'est la course de vitesse contre le variant que j'évoquais tout à l'heure. Si on vaccine trop peu ou trop lentement, les populations non vaccinées pourraient favoriser la diversité virale, exactement ce qu'on décrivait ici, quand les populations vaccinées favoriseraient la sélection de virus portant des mutations adaptatives qui lui permettent d'échapper au système immunitaire. Donc, là, on comprend pourquoi il y a une course contre la montre de vaccination, parce que plus on attend, eh bien, plus il y a un risque de mutation, avec des mutations de virus qui pourraient se transmettre beaucoup plus facilement, comme le britannique, là par exemple, ou le sud-africain, ou voire provoquer des formes plus graves de la maladie. J'ai tout compris grâce à la page 12 des Échos. Pour les Échos, c'est bon, je range. Qu'est-ce qu'on a du Parisien ce matin? 3 choses. Oh, on va jamais terminer à 11h. Hein. Alors j'ai un deadline, 11h15. Parce qu'à 11h30 ce matin, suspense, j'ai une réunion très importante à France Télévisions pour parler de Twitch. C'est vachement intéressant. Donc c'est ce matin à 11h30, donc à 11h15, bim. Non, pas Malo du coup. Malo, je ne vais pas pouvoir aller le chercher à l'école. Mais je ne vais pas le laisser dehors, hein. Quelqu'un va aller le chercher à ma place. Mais là, on a une réunion importante pour parler de Twitch. On parle de Twitch à France Télévisions. Ils trouvent ça génial en fait. Moi, je dis qu'ils ont raison.
Donc à 11h15, bim, j'arrête, rideau pour ce matin. Donc on parle des restaurants notamment, comment les restaurateurs se débrouillent. Titre Le Parisien, j'ai envie de dire comment ils essayent. Ils essayent de se débrouiller, hein, c'est tellement dur pour eux. Les professionnels multiplient les initiatives pour limiter les pertes, pour ne pas mettre la clé sous la porte. Vente à importer, livraison de repas, food truck, nombre de professionnels ont cherché des solutions qui ne compensent pas le manque à gagner, mais permettent de garder aussi le lien avec leurs clients. Ça vous a intrigué ce que je vous ai dit sur France Télévisions là? Suspense, suspense. Quoi? France Télévisions veut arriver sur Twitch? Je ne sais pas, moi je ne sais pas du tout. Édito de Rémi Dessart ce matin. Heureusement, le robinet des aides publiques est là. Il leur permet d'éviter de mettre définitivement, les restaurateurs, la clé sous la porte. Combien ne reprendront jamais leur activité? Il est trop tôt pour le dire, même si nombreux sont ceux qui songent à se reconvertir dans un autre métier. Bon. Pensez ce matin pour les restaurateurs, hein, c'est le secteur un des secteurs parmi les plus touchés par cette crise. Alors là, moi je connais, je n'étais pas très au clair sur cette histoire de papillomavirus. D'ailleurs, je suis obligé de dire le mot avec attention parce que je ne suis pas sûr de bien le dire. Ce qu'il faut savoir sur le papillomavirus, page 13 du Parisien. Moi, j'ai appris plein de trucs parce que je ne maîtrisais pas trop ce dossier. Pour qu'on en parle, parce qu'il y a une campagne qui est lancée là en faveur de la vaccination contre le HPV, plus facile à dire quand même, hein, qui provoque les cancers du col de l'utérus notamment. Campagne lancée aujourd'hui à destination des plus jeunes, des jeunes femmes, des jeunes filles, des jeunes garçons aussi, puisque on recommande aussi la vaccination des jeunes garçons. Je vais vous dire entre quel âge et quel âge. Cette campagne donc le HPV, c'est une infection sexuellement transmissible qui est très fréquente. Le problème, c'est qu'elle provoque de graves cancers du col de l'utérus. Il y a une campagne qui va arriver, que vous allez peut-être voir arriver à la télé, sur les réseaux sociaux aussi. Je vois que vous connaissez, vous sans doute plus que moi d'ailleurs, cette question. Donc pour inciter à la vaccination contre ces virus responsables de 6000 cancers par an, hein, quand même, pour 2900 décès, hein, ce qui est énorme, dont plus de 1110 sont des femmes qui sont touchées justement par un cancer du col de l'utérus. On estime que la vaccination pourrait éviter chaque année 1100 décès de femmes atteintes d'un cancer de l'utérus, plus les autres vies sauvées pour les personnes qui sont touchées par un autre aspect du virus. Recommandé en France depuis 2008, c'est pas très vieux, hein, pour les jeunes filles, la vaccination contre le HPV est inscrite au calendrier vaccinal pour les jeunes garçons depuis l'an dernier. Alors jeunes garçons de 11 à 15 ans. Mais il y a un rattrapage possible entre 15 et 19 ans, sauf qu'au lieu d'avoir 2 doses, vous aurez 3 doses de vaccins. Il y a une trentaine de pays dans le monde qui conseillent ainsi la vaccination aux deux sexes. Et puis il y a une gynécologue, ou plutôt un gynécologue, Didier Rittmüller, du département de gynécologie du CHU de Grenoble, qui dit ceci: ces jeunes ont une chance incroyable, au-delà du fait que beaucoup d'entre eux n'ont pas encore de relations sexuelles et qu'il est donc temps d'agir. Leur réponse immunitaire est excellente à cet âge-là. Elle pourra donc les protéger pour la vie entière ou presque. Voilà. Bon, je ne connaissais pas trop cette question, mais j'ai trouvé que cette page du Parisien sur cette campagne que vous allez peut-être voir passer, mais je vois que certains connaissent bien le sujet, hein. Bravo pour votre connaissance de ce dossier. Ce papier sur cette campagne que vous allez peut-être voir passer sur les écrans, eh bien, me semblait intéressant. Voilà, pour le papillomavirus. Cannabis? Cannabis? C'est pas une proposition, hein. C'est le thème. C'est le thème qu'on va évoquer. On a évoqué... non, c'était pas une proposition. On a dit, c'est fou ça. Oh là là, quel mauvais esprit. En fait, on en a parlé récemment, un article du Monde, je crois, ou du Figaro, je ne sais plus, parce qu'il y a une grande consultation nationale lancée par une mission d'information de l'Assemblée nationale, s'il vous plaît. C'est sur Internet, on est allé voir l'étude, vous tapez mission d'information cannabis, vous allez tomber dessus, on vous demande votre avis sur faut-il dépénaliser, faut-il légaliser le cannabis récréatif, hein, pas le côté sanitaire du cannabis, hein, médicinal, mais bien récréatif en France. Et l'article disait, il n'est pas impossible que ce thème soit l'un des débats centraux de la prochaine présidentielle. C'est drôle, non? Et alors, bon, on a évoqué ce dossier ensemble, et qu'est-ce que je vois dans le Parisien ce matin? Cannabis. Le Parisien a eu l'idée d'aller sonder les maires
les élus elle est grosse cette feuille là, de la région parisienne. Dans les villes franciliennes et de l'Oise, le résultat est étonnant. Classé en zone de sécurité prioritaire ou avec un quartier de reconquête républicaine, donc dans ces villes et surtout dans ces quartiers les plus défavorisés, 50% des maires, 50% des maires, des élus que nous avons interrogés sont favorables à la dépénalisation. 50% des maires, 22% seulement, ai-je envie de dire, sont contre, 28% ne se prononce pas. L'article que j'évoquais il y a 1 ou 2 jours était en train de dire que sur la question de la dépénalisation du cannabis en France, eh bien les lignes étaient en train de bouger. Quand je vois ce sondage, je me dis qu'effectivement, c'est pas impossible. Bon, à suivre ce feuilleton, c'est que le début. Là, on en parle depuis des années, mais j'ai l'impression que les lignes sont en train de bouger sur cette question. Voilà. Restaurant, papillomavirus, cannabis, c'était le Parisien. Là, on va parler de choses graves. Voilà, donc je vais faire 0 vanne pendant 10 minutes parce qu'on va parler de féminicide et on va parler d'inceste. Petit café, juste avant, je vous invite à vous désaltérer aussi. À tout de suite. J'avais pas vu, vous étiez aussi nombreux, mais vous êtes super. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais ça me fait très plaisir. Mais vous êtes vachement nombreux en fait aujourd'hui, c'est cool. Bon, je vous aurais bien gardé des heures et des heures et des heures, mais on s'arrêterait quand même à 11h15. Bon, on parle de choses graves, mais on parle de choses importantes. C'est parti. D'abord, les féminicides. Elle est super importante cette une de l'Humanité parce que c'est un truc sur lequel on a encore vachement de boulot en France. Féminicide, comment en finir avec l'inaction? Je lis ces quelques mots d'abord. C'est l'histoire de Cécile, 97e victime d'un féminicide en France en 2020, qui illustre les difficultés de la politique de lutte contre les violences faites aux femmes. Regardez ce dessin signé gros dans l'UMA. On voit un cercueil, on voit des couronnes de fleurs et on voit des messages. On ne savait pas, rien vu, rien entendu. Qui aurait pu se douter? J'étais pas là. Fallait crier plus fort. On n'y pouvait rien. Désolé. Il est fort ce dessin. C'est qui Cécile? C'est qui cette femme qui a perdu la vie là, fin 2020? La 97e victime selon le décompte d'un féminicide en France. Je vais chercher la page 5 de l'Humanité. L'histoire, elle est édifiante. L'histoire, elle montre qu'on a un problème en France au niveau de la protection des femmes, notamment celles qui osent porter plainte. Cécile, abattue par son ex-mari après 22 dépôts de plainte. C'est pas une femme qui n'a pas osé porter plainte. Et 22 fois. 22 fois. Elle a déposé plainte 22 fois. 22 fois. Et puis on l'a pas protégée. Voilà, tout simplement. 97e victime de féminicide en 2020, Cécile, 44 ans, avait alerté la gendarmerie à de nombreuses reprises depuis 2018. Son histoire illustre de manière dramatique les difficultés de la politique de lutte contre les violences faites aux femmes. Voilà. Je ne vous raconte pas l'histoire de cette famille, de ce couple. C'est une jeune femme, une jeune étudiante, elle tombe amoureux. Je crois qu'à l'époque, c'était un enseignant ou un consultant dans la formation qu'elle suivait. Il est plus âgé qu'elle. Il a déjà été marié. On apprendra plus tard que le divorce avait été prononcé suite à des violences déjà. Mais elle était amoureuse. Ses parents n'avaient cessé de la mettre en garde contre le profil de son époux qui était un homme violent, quoi. Mais voilà, il y avait l'amour. Et c'est le papa. C'est le papa de cette dame, le papa de Cécile, qui s'appelle Pierre, en fait, qui témoigne dans les colonnes de l'Humanité. Il raconte que la gendarmerie, elle a refusé d'enregistrer la 23e plainte de Cécile.
On nous a dit qu'on nous avait assez vus. Que si nous avions peur, eh ben, on n'avait qu'à embaucher un garde du corps. Bah, c'est la réponse des... C'était la réponse des autorités, quoi. C'est la réponse des gendarmes à cette femme qui demandait protection. Et Pierre, le papa de cette dame, qui était mère de famille, hein. C'est dur quand même. Il dit, aller à la gendarmerie était devenu insupportable. Le machisme y est présent jusqu'au sommet de la hiérarchie et les femmes ont toujours tort. Voilà. Alors, c'est pas tous les gendarmes, hein. C'est pas tous les policiers en France. Les choses changent. Les plaintes sont beaucoup plus facilement recueillies dans les commissariats, dans les gendarmeries en France qu'il y a quelques années. Ça s'est amélioré, mais il y a énormément de progrès à faire, et comme en témoigne cette histoire. Voilà. C'est fou quand même. Allez, on continue avec des trucs pas très gais. Désolé. Vous avez sûrement vu, si vous êtes un petit peu sur Twitter, sur les réseaux sociaux, vous avez sûrement vu ce hashtag passer sur les réseaux sociaux. Moi-même, j'ai fait un petit tweet là-dessus parce que je trouvais ça important d'en parler. Des milliers de victimes d'inceste libèrent leur parole en France. 3 ans après le mouvement MeToo, le hashtag MeTooInceste a envahi ce week-end les réseaux sociaux. Hommes et femmes qui font le terrible récit. Je ne sais pas si vous étiez sur les réseaux sociaux ce week-end, mais si vous avez vu passer ce hashtag MeTooInceste, vous avez peut-être cliqué dessus et vous êtes tombé sur des dizaines, des centaines de témoignages de femmes, d'hommes, qui parfois pour la première fois, quelqu'un me dit j'ai pas osé cliquer sur ce hashtag. Ouais, effectivement, je peux comprendre parce que c'était super fort. Voilà. Certains me disent que il y a quelques paroles pas cool dans le chat et interpellent les modos, les modérateurs. J'espère que vous êtes là. Hein, sinon, c'est moi qui vais faire le ménage. Hein, s'il y a des choses un petit peu bizarres, mais ça va très très vite. Donc, j'espère que les modérateurs sont là. À leur décharge, parfois, ça va trop vite. Mais attention dans le chat. Hein, on est sur un chat cool. On est dans une émission cool. Donc, les propos racistes, les propos homophobes, les propos sexistes, les blagues sur ces thèmes-là, c'est no way. Hein, c'est ban direct. D'accord, ok, hein, on est là pour parler entre personnes un peu éclairées et qui font attention aux autres. 12 viewers à modérer, c'est chaud pour les modos, je suis super d'accord. Voilà. Mais faites aussi un effort, vous à la maison. Là. On est là pour discuter ensemble, on n'est pas là pour raconter des bêtises. Donc, le hashtag MeTooInceste, qu'écrit l'humanité à ce propos. Il y a l'article et puis il y a l'édito, je ne sais par quoi commencer. Allez, je commence par l'article. Pour ceux qui n'ont pas osé cliquer sur le hashtag, attention parce que je vais lire quelques-uns des hashtags là maintenant. J'avais 5 ans. En une soirée, ce frère de ma mère a bouleversé ma candeur et assombri le cours du reste de ma vie. J'avais 5 ans. En une seconde, j'avais 100 ans. J'avais entre 11 et 14 ans. C'était mon frère. J'avais 6 ans. Tout s'est envolé dans un grenier. Tu as détruit ma vie, tu m'as tué. J'avais 5 ans. 40 ans d'amnésie traumatique. Voilà, je vous en ai juste lu quelques-uns, mais des comme ça, il y en a des centaines. Tout le week-end, il était impossible, écrit Luma, d'éviter ce mot lancé sur Twitter, inceste. Des paroles par milliers sur les réseaux sociaux, accompagnées d'un mot dièse qui ne cache plus son nom, hashtag MeTooInceste. La bulle de silence autour des violences sexuelles intrafamiliales est-elle en train d'éclater? Depuis l'apparition, tout est parti de là, hein, le 7 janvier, du livre de Camille Kouchner, on en a parlé beaucoup ici dans la matinée Étienne, La Familia Grande, accusant son beau-père Olivier Duhamel, hein, ce célèbre constitutionnaliste, d'inceste sur son frère jumeau. Le mot tabou s'est invité sur les plateaux télé. Désormais, il envahit la toile. L'effet boule de neige est essentiel pour mettre au jour des chiffres terrifiants, écrit Luma ce matin. 6,7 millions de Français concernés, selon un sondage réalisé en novembre 2020 par l'association Face à l'inceste. Dans le berceau des dominations, l'anthropologue Dorothée Ducy évoque les enquêtes d'autres pays pour essayer de mesurer. C'est très difficile à mesurer. Le tweet que j'ai fait ce week-end, c'était... je disais en fait, ces témoignages font prendre corps ces chiffres qu'on voit depuis quelques années et qu'on ne veut pas croire, de 5 à 10% des enfants concernés, frappés par l'inceste. 5 à 10%. Et j'ai vu des réactions de gens, mais c'est 5 à 10%, c'est énorme, c'est pas possible. C'est ce qu'indique
certaines enquêtes, certains sondages. Là, on a un anthropologue, Dorothée Ducy, qui évoque les enquêtes d'autres pays, c'est pas qu'en France bien sûr, concluant que 5 à 10% des hommes déclarent avoir subi des violences sexuelles pendant l'enfance, et les filles seraient 3 fois plus nombreuses. Voilà. Donc les évaluations sont très différentes selon les études. Mais ce phénomène est énorme. Et c'est énorme, et c'est tabou. D'ailleurs, on va lire un article extrêmement intéressant à propos de ce tabou, et on va parler de Lévi-Strauss, je pense, qui a écrit là-dessus, Claude Lévi-Strauss, l'ethnologue. Mais d'abord, l'édito, intitulé Le silence de Maurice Ulrich dans l'humanité. On prend un peu de temps parce que s'il y a bien un thème aujourd'hui qui est important pour mettre fin à ce silence, c'est celui-ci. Tu venais me voir la nuit et tu me disais, c'est comme ça qu'un papa aime sa fille. Les mots sont glaçants. Depuis la semaine dernière, c'est comme si une digue s'était rompue. Les milliers de paroles publiées sur les réseaux sociaux avec la création de MeToo, inceste, nous serrent la gorge parce qu'elles disent des forfaits dans le silence et le huis clos du cercle familial de souffrances occultées pendant des années, des décennies. Cette vague suscitée par le livre de Camille Kouchner et l'affaire de Olivier Duhamel. Il y a dans toutes ces prises de parole comme un point commun. On savait sans savoir, sans vouloir savoir et dire. La domination masculine et patriarcale sous toutes ses formes, parce que bon, les affaires judiciaires montrent que l'immense majorité de ces faits d'inceste sont commis par des hommes, on va pas se mentir. La domination masculine et patriarcale sous toutes ses formes, les positions de pouvoir allant même susciter parfois la honte et la culpabilité chez les victimes, voire la peur même de perdre l'affection des proches, de perdre l'affection des proches, de se perdre de cet oncle, de trahir la famille, sont les armes des crimes. C'est la raison essentielle pour que le débat sur l'imprescriptibilité de ces crimes doit être relancé, et pourquoi il nous faut encore et toujours plus susciter la parole, comme ce qu'on fait ensemble ce matin. On le voit avec les témoignages de ces derniers jours, il n'y a pas d'oubli pour les victimes, la souffrance est toujours là. Il y a des gens qui témoignent sur Internet, sur Twitter, avec ce hashtag en disant que c'était il y a 40 ans, que c'était il y a 50 ans. Et c'est toujours là. Voilà. Il ne peut y avoir d'oubli, conclut Maurice Ulrich, qui a trouvé les mots justes pour parler de ce sujet super compliqué. Voilà. C'est des sujets très très durs, mais je pense qu'il faut en parler. Alors là, je pars un petit peu à l'inconnu, parce que je n'ai lu que le début de l'article, mais ça m'a semblé passionnant, pour prendre un peu de recul, pour essayer de comprendre un petit peu ça. C'est dans Le Figaro ce matin, c'est signé Jean-Pierre Robin, et le titre c'est « L'inceste en France est l'ultime amateur de l'ensauvagement de la société ». Voilà, et Jean-Pierre Robin qui affirme que le non-respect de ce tabou est devenu un phénomène politique majeur. Alors j'ai voulu en savoir un petit peu plus, je pars à l'aventure dans cet article, si c'est intéressant on continue, si c'est pas intéressant on passe à autre chose. On y va. Bon, ça parle de l'affaire Sciences Po, mais nous on en a parlé déjà, ce qui s'est passé avec Olivier Duhamel. Je lis en même temps, je vous lis quand c'est pertinent, quand c'est vraiment fort. Voilà. Alors, donc, Jean-Pierre Robin parle du tabou de l'inceste comme fondement de la société, tabou, fondement de la société, le fait que l'inceste ne doit pas être commis, qui émane de toute une lignée d'intellectuels français de haut vol qui l'ont imposé au reste du monde. On parlait de Claude Lévi-Strauss, l'ethnologue par exemple, qui a le premier, je ne sais pas si vous êtes familier avec ce que Lévi-Strauss a écrit sur l'inceste, mais ça a été le premier à démontrer que la prohibition de l'inceste en fait est une constante universelle dans toutes les civilisations. Elle se retrouve dans toutes les civilisations, toutes les communautés, y compris les peuplades primitives. L'interdiction de l'inceste est le propre de l'homme, ce qui le différencie des autres espèces, à l'exception des grands singes qui semblent eux aussi suivre une telle pratique, c'est-à-dire respecter le tabou de l'inceste. Cette règle de comportement qui n'est pas inscrite dans les gènes constitue la frontière, estime Jean-Pierre Robin, entre la nature et la culture humaine. C'est en tout cas le point de vue des anthropologues. La prohibition de l'inceste est moins une règle qui interdit d'épouser mère, sœur ou fille qu'une règle qui oblige à donner mère, sœur ou fille à autrui. C'est la règle du don par excellence. C'est ce que Lévi-Strauss écrivait. Il s'agit d'un impératif pour les groupes humains, les clans, que d'échanger ainsi entre eux. Voilà. Donc ça, c'était ce que Claude Lévi-Strauss écrivait, à savoir que c'était un tabou. Alors, le tabou de ne pas commettre, on est bien d'accord, partagé par toutes les civilisations. Pas le tabou de ne pas en parler. Okay.
Pardon, hein, je lis en même temps cet article que j'ai pas eu le temps de lire ce matin à France Info. D'accord. Bon. Alors le point de départ de la réflexion de Jean-Pierre Robin, et je pense qu'on arrive au cœur de son papier, c'est que le tabou de l'inceste, hein, sa prohibition, hein, son interdiction et pas son déni, est un pilier de la société. Voilà. Basé sur le travail des anthropologues. Or, ce n'est malheureusement pas le cas en France. À en juger par le sondage Ipsos réalisé en novembre 2020 pour l'association Face à l'inceste, un Français sur 10 déclare en avoir été victime. Proportion effarante, hein, certains sont abasourdis par ces chiffres, ne veulent pas y croire. Moi, je l'ai vu dans les commentaires sur le post que j'ai fait ce week-end. Et plus inquiétant encore, c'est 3 fois plus qu'en 2008. La question est de savoir s'il y a plus d'inceste depuis 2008 ou plutôt si on en parle plus facilement, si le tabou du silence a commencé à être levé ou pas. Alors, autre constat, le phénomène touche tous les milieux sociaux. Hein. Y a pas de... L'origine sociale, le terreau social n'a aucune influence. Voilà. Qu'écrit encore Jean-Pierre Robin à ce propos? Enfreindre le tabou de l'inceste, l'interdiction de l'inceste, enfreindre ce dernier est l'avatar ultime de l'ensauvagement de la société française, de son incapacité pathologique à faire respecter les normes communes. Faites pas attention, c'est moi qui appuie sur ma tablette en même temps. Et il conclut, le terme d'ensauvagement est à vrai dire en dessous de la réalité. Il oublie que les sociétés sauvages ont des règles, dont le fameux tabou, comme nous l'a appris Lévi-Strauss. Il serait plus approprié de parler d'inhumanité. J'allais parler de sauvagerie, mais inhumanité, c'est peut-être le bon terme, pour qualifier de tel comportement criminel. Voilà. Petite analyse sur ce dossier. Bon, pardon, je fais jamais ça. J'ai lu l'article en même temps que vous. D'habitude, je le lis et puis je vais directement au passage. Donc, le rythme était un petit peu... Mais je pense que sur ce sujet-là, on essaie de mettre un peu de lumière pour chasser justement les zones d'ombre. Je crois qu'on peut se féliciter en tout cas du fait qu'on parle de plus en plus de ces questions dans la société française d'aujourd'hui. Donc, hein, quand je vous dis lisez les journaux parce que vous allez être tenu au courant de l'actualité et qu'en plus vous allez trouver des éléments de réflexion pour comprendre le monde dans lequel on vit, face à un truc comme ça, juste l'inceste, hein, qui est juste incompréhensible, qui est juste comment hein, c'est la question que tout le monde se pose. Comment cela est possible, comment cela peut-il se produire, hein, c'est la question que tout le monde se pose à ce propos. Bon bah là on a des éléments de réflexion, voilà, pour pas rester juste sur l'émotion, juste c'est des salauds, juste, vous comprenez, ça sert à rien. Ça sert à rien juste de condamner. Il faut comprendre ce qui se passe, pourquoi il y a du silence, pourquoi la famille se tait, pourquoi l'entourage se tait, pourquoi les enfants n'osent pas dire. Voilà, c'est en comprenant tout ça qu'on peut créer les conditions de mettre fin au maximum, en tout cas, à ce phénomène. Et voilà, moi c'est pour ça que j'aime lire les journaux, c'est parce que j'ai pas tout compris du monde dans lequel on vit, loin de là, et je mourrai sans doute sans avoir tout compris, mais au moins... dans la lecture de la presse chaque matin, on me donne des petits éléments de réflexion comme ça pour essayer, un, de comprendre le monde dans lequel on vit, et deux, pour voir comment éventuellement on peut le changer. Hein, voilà. Et je vous rappelle que pour changer le monde, il y a notamment le droit de vote. Voilà. Hein, en désignant les dirigeants que vous souhaitez en fonction des idées, de leurs idées, de leurs programmes politiques. Voilà. Donc je suis moi un fervent partisan de la participation électorale, bien sûr. Voilà. Je sais que c'est un petit peu optimiste, je sais que certains ne croient plus trop au droit de vote, et puis ne se retrouvent pas forcément dans le personnel politique de notre époque, mais c'est pas grave. Moi, dans ce cas-là, moi je dis qu'il faut aller voter pour le moins mauvais. Hein, rien que ça. Vous avez le pouvoir de voter. Mais si vous estimez que vous n'êtes pas bien représenté, si vous estimez que vos idées ne sont pas représentées, vous pouvez au moins vous déplacer pour voter pour celui... qui est le moins éloigné de vos idées ou le moins mauvais. Moi, c'est mon avis. Voilà. Ah, qu'est-ce qu'on a là? Un peu plus de légèreté. Samuel Président. Là, il y a une vanne qui a couru sur Twitter. Il y a quelqu'un qui m'a fait une jolie affiche. Attendez, est-ce que je peux peut-être la voir? Je vous la montre. Quelqu'un qui m'a fait une jolie affiche ce week-end sur Twitter en mode que j'allais me présenter la prochaine présidentielle. Et il y a quelque chose de très drôle, c'est qu'il y a des gens qui l'ont vraiment cru en fait. Je vais vous la montrer. Oui, je l'ai. Attendez, est-ce que vous allez la voir?
Alors, je crois que certains ont vu l'affiche. Donc, la France, Étienne. Oui, alors donc c'est un petit détournement de mon émission, la matinée Étienne. Je vais booster la lumière parce que je vois qu'il y a une grosse luminosité derrière. Je parle du stream là, parce que je suis en train de disparaître un petit peu dans la lumière. Hop, je fais mes petits réglages avec vous de lumière. On va booster un petit peu. C'est magique. Allez, tac, elle a plus de lumière. Ça va beau ça. Voilà, je vais augmenter un petit peu ici. Tac. Voilà. Et donc cette affiche, la France Étienne, Samuel Étienne, c'est un graphiste qui a fait ça pour rigoler. Et ce qui est très très drôle, c'est qu'il y a des gens qui m'ont vraiment demandé si je me présentais à la présidentielle. Comme si j'avais les épaules pour supporter les soucis inhérents à la fonction. Donc voilà pour la blague. Et maintenant, on redevient sérieux avec, alors vraiment un article passionnant, moi qui m'a vraiment interpellé ce matin, sur le sens dans le travail. Le titre, il claque. Moi, j'applaudis cet article. C'est pas forcément que je suis d'accord avec tout, mais il est intéressant. Donc, attention à la tyrannie du sens au travail. L'injonction à l'épanouissement professionnel devient omniprésente. Mais un emploi peut aussi avoir comme première qualité de nous permettre de nous épanouir ailleurs. Il y a une pression aujourd'hui sociale sur le mode. Non seulement il faut avoir un emploi, mais en plus il faut avoir un emploi qui fait sens, qui donne sens à votre vie. Mais moi-même je le dis ça parce que j'ai une passion infinie pour mon métier. Et donc je dis, quand je m'adresse aux jeunes, je dis, mais je vous souhaite ce bonheur de trouver un métier qui donne du sens à votre vie. Le genre de boulot, vous vous réveillez le matin, mais vous kiffez votre life de vous lever, même à 2 heures du matin, pour aller bosser. Donc voilà, ça c'est vrai que c'est top, parce que ça veut dire que vous allez vous lever, que vous allez avoir du plaisir, et puis quand il y a du plaisir, c'est pas vraiment du travail, donc c'est cool. Mais cet article, il dit autre chose. Il m'a un petit peu bousculé, il m'a un petit peu secoué mes certitudes. Le journal écrit, d'ailleurs je vais rendre à César ce qui est à César, Ségolène Barbet du Figaro écrit aujourd'hui avoir un métier porteur de sens semble être devenu un must. 63% des Français estiment aujourd'hui que leur travail manque de sens et puis ils ont très envie d'en changer justement pour avoir un métier qui fait sens. Est-on pour autant obligé, pour être heureux, de trouver du sens à son travail ? Pourquoi cette injonction à l'épanouissement professionnel a-t-elle pris autant de place dans notre vie ? Aujourd'hui, si vous n'avez pas un job intéressant, vous passez pour un ringard, résume Virginie Bapt, qui est psychothérapeute et auteure d'un livre « Ils ont vécu le burn-out ». Elle dénonce, en fait, cette injection. Elle dénonce cette injection. Cette exigence d'épanouissement professionnel qui devient parfois inhibante d'ailleurs, bloquant le plaisir et la capacité d'agir. Pour la psychothérapeute, beaucoup souffrent de cette vision fantasmée de la réussite professionnelle, véhiculée par les médias, ça c'est notre faute, et les réseaux sociaux, c'est encore de notre faute. Lorsqu'on voit des start-upers, écrit cette psychothérapeute, en télétravail, en train de jouer au ping-pong avec leurs collègues copains et leurs patrons mentors, on dit qu'en comparaison, notre vie professionnelle semble bien terne. Là, je suis d'accord avec la responsabilité des médias et des réseaux sociaux, parce que c'est vrai que souvent on décrit ces start-upers en mode à la cool, ils sont tout le temps fourrés devant le baby-foot, les espaces de travail sont juste géniaux, l'impression qu'ils bossent pas. Et en fait, si on se penche vraiment sur la vie de ces gens, ils bossent comme des mules, 15 heures par jour, ils ont jamais de repos, ils sont hyper stressés, voilà. Donc, mais on ne veut voir que ce qu'on veut voir. Le journaliste poursuit. Tout le monde ne peut pas sauver des vies. Tout le monde ne peut pas réduire les inégalités, tout le monde ne peut pas protéger la planète. Mais qu'est-ce que finalement un travail porteur de sens ? La parole à Estelle Morin, qui est psychologue et professeure de management à HEC Montréal, qui a mené diverses enquêtes sur le sujet et qui définit donc le travail porteur de sens avec 6 caractéristiques. Se sentir utile, avoir un travail moralement justifiable. 1. Apprendre et développer son potentiel. 2. Être autonome aussi. 3. Voir son travail reconnu équitablement. 4. Et enfin, tisser des relations de qualité avec ses collègues. Et cette psychologue dit à chacun de trouver son bonheur, selon les valeurs qui sont pour vous les plus importantes. Ce qui compte, ajoute Virginie Bapt, donc la psychothérapeute qu'on évoquait tout à l'heure, c'est d'être en clair sur ses enjeux personnels, ce qui est vraiment important pour soi. Bon là, pour le coup, ça rejoint un avis de moi que j'ai, à savoir que moi, je suis un work alcoolique. Je suis un dingue de boulot. Je kiffe mon taf. Et si j'ai 3 boulots dans la journée, je suis super heureux. Bon. Mais c'est que mon équilibre à moi, ça. Et jamais je dis aux gens que la recette de l'équilibre et du bonheur, elle est dans le travail comme ça, à outrance, quoi, dans la réalisation professionnelle. En fait,
Chacun met le curseur où il veut. Et si le curseur de quelqu'un, c'est de pas bosser ou de pas bosser beaucoup, parce que sa vie est ailleurs, dans autre chose, mais aucun problème. Il faut juste trouver quelles sont les conditions de son bonheur et de son équilibre. Voilà. Bon, là, je suis d'accord, complètement d'accord avec ça. Quoi d'autre? Donc, le sens au travail, il peut passer par autre chose aussi, pas forcément par un boulot forcément hyper passionnant. Ça peut passer par la proximité géographique de son taf, qui permet par exemple, c'est pas écrit le taf, hein, c'est moi qui rajoute, qui permet par exemple d'être plus présent pour sa famille, avec des collègues sympas, qui deviennent des amis, ou encore un salaire confortable, assurant la sécurité et le confort matériel dont on a besoin à un moment de sa vie. Donc ça peut être un boulot pas forcément intéressant, mais si matériellement il vous fait vivre et il fait vivre votre famille, c'est déjà pas mal, non? C'est ce qu'écrit le journaliste. Ah oui, la fin est géniale aussi. Avec l'essor des nouvelles technologies, les bullshit jobs, les boulots à la con, selon l'expression désormais célèbre d'un anthropologue qui s'appelle David Graeber, ont peut-être pris de l'ampleur, mais tout dépend aussi de la perspective que l'on adopte. C'est la fameuse fable des casseurs de pierre à qui on demande ce qu'ils font. La fable des casseurs de pierre. Le premier répond qu'il casse des cailloux. Le second qu'il gagne de quoi nourrir sa famille. Le troisième qu'il bâtit une cathédrale. C'est Noémie Le Maine, psychologue du travail, qui explique ça. Ça marche pour tous les boulots, même les plus ingrats. L'un dira par exemple qu'il aligne des chiffres sur un tableau Excel, un autre qui participe à la stratégie financière de l'entreprise. C'est à chacun de créer son propre sens, quel que soit son job. Je trouvais ça intéressant. Attention finalement à ne pas surinvestir son travail. Le sens vient d'un équilibre entre les différentes dimensions de notre vie. Notre travail n'est qu'un élément d'un cheminement plus global. Streamer, c'est un bullshit job? Non, streamer, c'est top. C'est bon, c'est intéressant quand même comme débat. Hein, voilà, je suis content que je vois que certains... moi, j'appuie des boutons dans un ordre précis, me dit... voilà. Team, ouais, ok. Il faut plus de modérateurs. Ah, mais vous n'êtes pas le premier à me le dire. Il y a des choses hein, que... Moi, j'ai pas le temps de lire tous les commentaires. Ouais, il y a une solution radicale un jour qui va être passée en mode sub only. Hein. Voilà. Je sais pas si ça réglera le problème. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas ouvert les subs. Bon. Moi, je suis prof et j'adore mon métier. Ouais, bah, c'est un super... bravo. Parce que c'est un super métier. Voilà. Tiens, bah, j'ai jamais fait ce sondage. On n'a pas fait de sondage aujourd'hui. 10h48. Est-ce qu'il faut que j'ouvre les subs? Hein, vous savez que j'ai fermé les subs, moi, ce qui est un peu atypique dans le monde du stream, pour plein de raisons. Bref, j'ai pas ouvert les subs. Alors pour ceux qui connaissent pas trop Twitch, qui sont avec moi là, en fait le sub, c'est la souscription. Hein. C'est souscrire à un abonnement à une chaîne, en l'occurrence la mienne, et puis ça ouvre des droits. L'accès à des choses, notamment une relation plus particulière avec le streamer. Voilà, c'est ça en fait, c'est une forme d'abonnement. Hein. Alors, est-ce qu'il faut ouvrir les subs ou pas pour Samuel Etienne? Je vous ai jamais posé la question. Moi, j'ai pas de religion là-dessus. C'est parti pour un sondage. C'est aussi pour faire un sondage parce que il est 10h48. On parle depuis 1h15. J'ai pas fait de sondage. Ça va pas du tout parce que l'important c'est vous. Hop, voilà. Êtes-vous favorable? Alors, nouveau sondage. Il va être basique celui-là. Dois-je? C'est drôle, j'avais pas pensé à faire ça aujourd'hui. Ouvrir les subs. Sub, c'est SUBS, vous me confirmez? Parce que c'est ça, hein. On dit pas sub, on dit sub. Ah, comment ça se prononce? Parce que comment on dit? On dit sub ou sub? On dit sub. On est d'accord, on dit pas sub. Ah, bah, merci, je prononçais bien. Quelqu'un semblait dire le contraire. Oh, dois-je ouvrir les subs? Oui. Première réponse. Oui, carrément même. Voilà. Carrément. Non. Voilà. Carrément. Oui. Non. Hop, pourquoi je m'entends en écho? Carrément. Je vais encore toucher un truc. Oui. Non. Hop, pourquoi je m'entends en écho? Vous aussi, vous avez un écho ou pas? Oui. Je m'entends en écho. Vous aussi, vous avez un écho ou pas? Ouais, je pense savoir ce que c'est. Vous aussi, vous avez un écho ou pas? Attends, là, il n'y a plus d'écho. Je pense savoir si. Non. Il y a encore un écho. Il n'y a plus d'écho. Oh, si. Faut que je règle ça, moi. Non, j'ai pas mon stream ouvert. Faut que je règle ça. Ah, non, j'ai pas mon stream ouvert. J'ai touché un truc. Ah, c'est nul. J'ai touché un truc. Oh zut. J'ai appuyé sur un truc. Oh, j'ai jamais eu ça encore. J'ai appuyé sur un truc. Oh,
J'ai jamais eu ça encore. J'ai appuyé sur un truc. Je fais des essais, vous me dites, ok? Non, c'est pas le micro de mes écouteurs. Non, non, c'est beaucoup plus puissant que ça. Je fais des essais, vous me dites, ok? J'entends vraiment mon retour. Pas le micro de mes écouteurs. Non, c'est beaucoup plus puissant que ça. Si je coupe ça. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Non, ça, je m'entends toujours. Ça va pas. Donc, c'est pas ça. Oh! Alors, ça, donc, c'est pas ça. Attendez, vous avez une idée ou pas? Oui, ça ressemble à un retour stream, on est d'accord. Attendez, vous avez une idée? Mais comment j'ai mon retour stream? Oui, ça ressemble à un retour stream, on est d'accord. Attendez, vous avez une idée? Mais comment j'ai mon retour stream? Ah, c'était plus l'écho. Vous l'aviez plus l'écho? Mais comment j'ai mon retour stream? Ah, c'était plus l'écho. Vous l'aviez plus l'écho? C'est revenu. Attendez, je refais le réglage d'avant. 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 Bon, là vous m'entendez. Ok, ça marche. Ah, bon, là vous m'entendez. Désolé, je suis désolé, j'ai en train de cramer le stream là. Désolé, je suis désolé, j'ai en train de cramer le stream là. Attendez, ah, c'est peut-être, c'est quand j'ai fait le sondage, donc j'ai dû ouvrir le. J'ai compris. Ah ça y est, j'ai une idée. C'est quand j'ai fait le sondage, donc j'ai dû ouvrir le. Restez avec moi, on va régler le truc. Je pense que le son. Ça y est, ça y est. On y a passé quoi? 3 minutes chrono? 3 minutes chrono? Ingénieur, FC ingénieur. Ah, si Étoile était là, il n'est pas là, il dort à cette heure-là. Si Étoile est là, il serait tellement fier. Vous vous rendez compte, hein? J'ai créé un écho, tout seul comme un grand, j'ai réussi à créer un écho. En créant mon sondage, je pense que j'ai allumé, j'ai ouvert le son en fait de ma page stream, de mon retour en fait. Voilà. Je sais pas comment j'ai fait ça. Voilà. Donc j'ai créé un écho tout seul. Et j'ai réussi à supprimer l'écho tout seul. Bon, alors du coup, je vérifie que j'ai rien abîmé dans mes sons. Voilà. Donc là, j'ai l'impression que vous m'entendez bien. Hein, tout va bien? Ah, c'est formidable. Bon, alors on le crée ce sondage ou pas? Allez, gérer les sondages. Nouveau sondage. Voilà. Alors, dois-je... C'est drôle ce qui vient de nous arriver. Ouvrir... Il y a 3 semaines, j'aurais paniqué, puis maintenant ça va, comme j'ai à peu près un petit problème technique à chaque fois, je me dis, bon, on va trouver. Hein. Dois-je ouvrir les subs? Oui, virgule, carrément. Sacré suspense du coup. Hein. En fait, je l'ai fait exprès. Hein. J'ai fait exprès de créer ce petit problème technique pour ajouter au suspense. Non, sûrement pas. Troisième, je n'ai pas d'avis. Voilà. Ah, c'est vrai qu'on est longtemps qu'on n'a pas fait un petit sondage. Dois-je ouvrir les subs? Samuel Etienne. Oui, carrément. Non, sûrement pas. Je n'ai pas d'avis. Je vous demande votre avis à partir de maintenant. C'est parti. Et puis j'en profite pour boire un petit café. N'hésitez pas à rafraîchir le chat pour voir le résultat. Ah, je lis les commentaires en même temps. Hein. Non, vous êtes partagé là-dessus, hein, c'est drôle. Alors, oui, carrément, 43%. Vous êtes... oula, 2000, 3000. Attendez, vous êtes énorme. 2000, 3005, 4005. C'est 5000 votants déjà. 5000 votants en l'espace de 30 secondes. Bruno Latour, on va en parler. Promis. 10h54. Mais je suis de plus en plus bavard en fait. En fait, je me étoilise. Étoile, avec un question pour un champion de 35 minutes, il peut faire 4h, 5h de stream hein, quand on est ensemble. Et moi maintenant, ça va être ça. Avec un journal, je peux vous faire 3 heures, ça va pas du tout. Voilà. Donc, est-ce que je dois ouvrir les subs? 43% vous dites oui. Donc vous êtes presque majoritaire. 23% sûrement non. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous êtes 35% à ne pas savoir, à ne pas avoir d'avis. Bon, voilà. La tendance ne bouge plus. Donc, majoritaire, pas majoritaire, mais dominant, le 42% de oui, je dois ouvrir les subs. Vous êtes 2400 à le penser. Non, Samuel Etienne, tu n'ouvres pas les subs. 1350, 23%. Et 35%, je n'ai pas d'avis. Et moi, c'est ce que je trouve intéressant dans cette réponse. Voilà.
Je n'avais pas pensé à vous poser cette question, mais elle est lancée. Hop, le sondage il est posé. En plus, on n'a pas d'écho. Oh là là, formidable. Bon, on essaie d'avancer un petit peu. Je vous quitte, normalement, je vais vous quitter à 11 heures. On s'est promis un petit peu de rab jusqu'à 11h15. Puisqu'à 11h30, j'ai un rendez-vous avec France Télévisions pour parler de Twitch. Le sens du travail, on en a parlé. Trump. Est-ce qu'il va aller de Charybde en Scylla, notre ami Trump, hein, après la déroute, la banqueroute? Alors je vous rappelle que Libération, c'est un petit peu le prince du joli titre, hein. Ils ont vraiment la science des titres Libération. Du coup, j'ai créé, pas plus tard qu'hier, comment dire, une alerte au bon titre. Voilà. Vous êtes prêts à la maison parce qu'elle fait un petit peu de bruit, on m'a dit qu'elle était un petit peu violente, mon alerte au bon titre. Vous êtes prêts? Bon titre de Libération. Hein, c'est une vraie alerte au bon titre. Hein. Ça va, ça crie pas trop à la maison dans les oreilles? Je l'ai baissé, hein. Je peux le mettre beaucoup... Non, je l'ai baissé par rapport à hier. Après la déroute, la banqueroute, en quittant la Maison Blanche mercredi, le Magna retrouvera un groupe financier en sale état, acculé par les créanciers et fui par les investisseurs. Dans le cadre de Questions pour un champion, j'ai bossé récemment sur la prononciation du mot Magna, parce que je suis sûr que vous êtes plein à prononcer mania, le mania de l'informatique, le mania. Ben moi aussi, il n'y a pas longtemps. Et pourtant, quand on se penche sur la bonne prononciation du mot, on dit magna, parce que ça vient du latin magnus, je crois, donc grand, très très grand. Voilà. Oh là là, mais on ne me voit pas, là, il n'y a pas assez de lumière, c'est fou ça. Donc c'est plutôt magna, c'est pas très joli, le magna, le milliardaire, le magna de la presse. Pas magla, pas la streameuse qui est très sympa. Mais pas mania. Bon, alors le problème, c'est que si vous dites Magna, il y a plein de gens qui vont vous reprendre. Vous direz, Samuel Etienne m'a dit dans la matinée Etienne, il a vérifié dans Question pour un champion, on dit Magna. Voilà, comme Magnus, Magna, Magnum. Voilà, exactement. Je vois qu'il y a des latinistes dans le chat. Bravo. Donc, est-ce que le Magna va retrouver un empire financier après son départ de la Maison-Blanche en sale état, acculé par les créanciers et fui par les investisseurs? Qu'écrit Libération? Trump bille en dette. Donc c'est pas bille en tête, c'est bille en dette. Donc forcément, alerte, jeu de mots. Dans les oreilles. Le président américain devenu infréquentable, voilà que ses affaires vacillent. À l'approche de son départ, ses créanciers réclament leur dû, ses hôtels sont désertés, ses golfs déficitaires. Alors il y a un édito signé Paul Quignot ce matin qui est intitulé L'épouvantail. Les déboires financiers qui pourraient attendre le futur ex-président dès qu'il aura mercredi, c'est mercredi, la passation de pouvoir. Enfin, pas passation de pouvoir, parce qu'il a dit qu'il n'irait pas. Premier président américain en 150 ans à ne pas assister à l'investiture de son successeur. D'aucuns assurent que ces prévisibles revers sonnants et trébuchants, et bien sûr les procédures judiciaires expliquent l'acharnement mis par Donald Trump d'ailleurs à refuser sa défaite. Un second mandat lui aurait assuré une impunité de 4 années supplémentaire, 4 more years. Privé de cette protection, fragilisé par l'ampleur de ses dettes, Trump s'est encore davantage cramé auprès des milieux d'affaires en encourageant ses partisans les plus fervents à prendre d'assaut le Capitole. Je pense que vous avez vu les images. Depuis, la marque Trump fait un petit peu figure d'épouvantail, écrit Paul Quignot. La tentation de le rebaptiser Donald Trump, T-R-A-M-P, c'est-à-dire Donald le clochard en anglais, est très tentante. Donald Trump, Donald le clochard. Bon, j'arrête avec ma sirène. Qu'est-ce qui attend le président Trump après son départ de la Maison-Blanche? Pas qu'une partie de rigolade, si on en croit la page 5 de Libération. Allez, c'est parti. Un futur ex-président à la merci de poursuites judiciaires, fraude en tout genre, agression sexuelle. Dès le 20 janvier, les dossiers vont ressortir. Le 20 janvier à midi, lorsque Joe Biden prêtera serment devant le Capitole, Donald Trump, arrivé en Floride, souvent privé de l'immunité présidentielle, redeviendra un citoyen comme les autres. Un citoyen accablé de poursuites judiciaires qui pourront enfin suivre leur cours. Le futur ex-chef de l'État devra sans doute répondre devant les procureurs fédéraux d'une possible infraction aux règles sur le financement des campagnes électorales. Et demain, le procureur de Manhattan, Cyrus Vance, a exigé en 2019 de la Trump Organization qu'elle lui fournisse 8 années de déclaration fiscale de Trump en raison de soupçons d'activités criminelles dans l'entreprise. Parmi elles, des fraudes à l'assurance, des transactions bancaires, des fraudes fiscales. Au moins 2. C'est pas fini. 3.
Il y a l'argent, il y a les femmes aussi. Avant son entrée à la Maison-Blanche, plus d'une dizaine d'entre elles ont accusé Donald Trump d'agression sexuelle et 2 d'entre eux le traînent en justice pour diffamation après qu'il les a accusés de mensonges. Je n'avais jamais lu jusque-là dans la presse cet argument selon lequel une des raisons pour lesquelles Trump avait vraiment très envie de rester à la Maison-Blanche, au-delà de... il paraît qu'on a goûté au pouvoir, après c'est difficile de lâcher, mais au-delà de ça, c'est peut-être aussi la crainte de perdre son immunité présidentielle avec toutes ces affaires qui l'attendent à la sortie. C'est drôle, non? 11h, pile. Voilà pour Libération. On va accélérer pour placer le maximum d'articles et d'informations en l'espace de 15 minutes, puisque je vous quitte ce matin à 11h15. Vous êtes des milliards, vous êtes combien? Vous êtes autour de 14 000, j'ai pas le compte exact. Vous êtes combien? Vous êtes beaucoup, non? Vous êtes combien? C'est fou ça ce matin. 18 janvier. 14 000, c'est ça? Presque 14, 13 900. Wow. 14 millions? Mais oui, c'est ça. 14, vous êtes 14 millions? 14 milliards? Oh, c'est fou, c'est beau. Qu'est-ce qu'on fait de la dette? Bon, je vous spoil le truc, il n'y a pas la réponse là. Hein. Que faire de la dette? C'est la une de la Croix. La facture de l'épidémie de Covid-19 ne cesse de s'alourdir en France, gonflant d'autant la dette publique française. La question de la gestion de cette dette à long terme se pose. Je ne vais pas vous lire tout le dossier parce qu'en fait, il n'y a pas la réponse. Est-ce qu'on doit annuler la dette? Certains économistes le disent. Est-ce qu'il faut la rembourser? Est-ce que c'est grave une dette comme ça pour un État ou pas? Les économistes ne sont pas d'accord. La Croix donne quelques éléments de réponse. Voilà, si vous vous intéressez à la question, c'est la une de la Croix. Aujourd'hui, il y a un édito aussi sur Biden et Trump de Jean-Christophe Ploquin ce matin. Ah, c'est bien ça. On prend un instant. Je reviens à Trump donc avec cet édito consacré à la rupture Biden. Là, on oublie Trump et puis tous ces soucis qui l'attendent et on s'intéresse plutôt au nouveau président. Tournons-nous vers l'avenir. Le président élu des États-Unis signera dès mercredi des mesures fortes. On en parlait ce matin dans la matinale de France Info d'ailleurs. Donald Trump aura privilégié la brutalité dans son action politique. Fervent partisan de la peine de mort, Trump, il a conduit les autorités fédérales américaines à procéder à 13 exécutions capitales en 6 mois, après 17 ans de suspension. 6 ont eu lieu depuis la victoire de son adversaire Biden à la présidentielle. La dernière, samedi, s'est déroulée à 5 jours de la passation des pouvoirs. On a l'impression que Trump était un petit peu pressé de procéder à quelques exécutions capitales. C'est en tout cas ce que laisse entendre la Croix. Joe Biden, qui sera investi mercredi, lui a fait campagne contre la peine de mort et il a promis de travailler avec le Congrès pour l'abolir au niveau fédéral. Il signera dès mercredi plusieurs décrets présidentiels effaçant d'autres décisions de son prédécesseur. L'un prévoit le retour de son pays au sein de l'accord de Paris sur le climat. Vous savez que Trump est sorti à dénoncer cet accord, aux grandes dames de la France notamment. Quoi d'autre? Plusieurs débloqueront des aides d'urgence en faveur des populations pauvres extrêmement fragilisées par la pandémie. L'arrivée au pouvoir de Joe Biden amènera donc un changement politique important à Washington, mais il lui faudra... Ah, c'est le mec qui est intéressant. Donc, bon, Joe Biden, il va mener une autre politique, ok, jusque-là. Mais c'est la fin de cet édito qui est intéressante. L'arrivée au pouvoir de Joe Biden amènera un changement politique important à Washington, mais il lui faudra beaucoup d'endurance pour enraciner durablement cette politique. Son ambition de réconcilier les Américains devra se concrétiser par des programmes économiques et sociaux d'envergure pour changer la réalité vécue par des populations en crise. Face à lui, les tenants d'un choc frontal entre deux visions d'Amérique ne désarmeront pas un mandat compliqué qui s'annonce pour Biden. C'est pas tout d'avoir une politique, faut-il encore en persuader les Américains, et notamment ceux qui n'ont pas voté pour lui, de sa pertinence. Le feuilleton Carrefour. Hein, c'est vraiment typiquement le genre quand vous intéressez pas à la vie économique, de genre d'histoire dont vous pouvez vous dire, là là, Carrefour, quoi, il y a un groupe québécois, une entreprise canadienne, québécoise qui veut acheter Carrefour, bon. Et so what? Mais si, mais what à mort? Mais si, mais what à mort? C'est un feuilleton passionnant. C'est Dallas, c'est Dynasty, c'est Dawson. On parlait de Dawson hier qui revient sur Netflix. On a fait un sondage sur Dawson hier, pour ceux qui n'étaient pas là. Ce que vous pensiez de Dawson. C'est un feuilleton de dingue. Je rappelle les épisodes précédents. Hein, c'est l'avantage. Moi, je vous résume ça très très vite. Vous n'avez pas à lire tout le journal. Un groupe québécois qui s'appelle Couche-Tard. Couche-Tard, c'est son nom, dit « Moi, je veux acheter Carrefour, le géant français de la distribution. » Et Carrefour dit, les actionnaires, pourquoi pas, parce que l'offre, elle est pertinente. Enfin, je veux dire, bon, c'est un gros chèque. Puis c'est un groupe sérieux, quoi. Mais Bercy, le ministère de l'économie,
a sifflé la fin de la récréation et a dit veto, je vous fais les bruitages. Veto, je suis contre. Et on a vérifié ensemble dans le chat qu'effectivement, il y avait une loi qui permettait à Bercy, dans certains domaines économiques, de mettre un veto au rachat d'une entreprise française par une étrangère au nom de la souveraineté nationale. On a vu que c'était possible. C'est tellement possible qu'ils se sont parlé, et puis le groupe québécois, a priori, va retirer son offre. Mais c'est pas terminé. D'abord parce que les deux groupes, on l'a vu hier dans un article, je ne sais plus où d'ailleurs, JDD Parisien dimanche ou Monde. Mais on a vu que les deux groupes continuent à parler, en gros se disant on continue à étudier le truc à la cool, on laisse passer la présidentielle parce qu'il y a des enjeux politiques assez forts là-dedans, et puis on en discute. Donc le feuilleton n'est pas terminé, et surtout il y a beaucoup de critiques contre cette décision. Alors, le journal le plus critique dans cette histoire, c'est l'Opinion, qui est un journal, je vous l'explique souvent, qui est un journal libéral, qui est un journal qui est proche des entreprises, dont le discours est « mais laissez faire les entreprises, arrêtez les règlements, quoi. Enfin, arrêtez tous ces règlements, ces encadrements, ces taxes, ces impôts. » Voilà, ça c'est le discours de l'Opinion, laissez les entreprises... Pardon, les entreprises tranquilles, laissez-les créer de la richesse, laissez créer des emplois. Bon. Ça, c'est le discours de l'Opinion. Alors là, ce gouvernement qui se met entre deux grands groupes pour empêcher justement une opération, alors ça les met hors d'eux à l'Opinion, ils sont vraiment très en colère. Et dénonce ce tournant souverainiste de l'exécutif, interdit de rapprochement. Carrefour, le Canadien Couche-Tard vont désormais étudier des partenariats opérationnels. Ils continuent à discuter, je vous le disais. Mais le mal est fait, l'attractivité de la France est abîmée. L'argument de l'Opinion, qui est un petit peu pertinent d'ailleurs, c'est de dire quel message on envoie aux investisseurs étrangers là. Les gros investisseurs étrangers dont Macron se plaît à dire chaque année, le président Macron, avec mon accent, enfin, come to France, friends, my friends, baby entrepreneur. Venez dépenser, venez investir de l'argent. Et puis là, quel signal on envoie à ces investisseurs en disant attention, mais si ça ne nous va pas, on va bloquer ce genre d'opération. Vous saluez mon accent, hein, sans doute. Voilà. Donc, édito, il tire à boulet rouge de l'Opinion ce matin, je vous le lis, sur l'arbitraire souverainiste. Rien n'a donc changé depuis Colbert. Bah dis donc. En 2021, le contrôleur général des finances de Bercy peut interdire le rapprochement entre deux groupes privés. Avec Le Pen, Mélenchon et Montebourg, fans de l'éminence grise de Louis XIV, on parle de Colbert là, inventeur du mélange si français de protectionnisme et de volontarisme industriel, Bruno Le Maire s'inscrit dans un consensus douteux. Ils mettent Bruno Le Maire avec Le Pen, Mélenchon et Montebourg quand même là. Ça va lui plaire au ministre de l'économie. S'inscrit dans un consensus douteux et sert à des Français en mal de protection la soupe du souverainisme. Je vous avais dit qu'il s'était un petit peu fâché. C'est qui Colbert? Colbert quand même. Colbert quoi. Louis XIV. Hein, c'est ça. Voilà. Colbert, vous voulez qu'on aille voir vous savez qui c'est Colbert ou pas? Non? Ministre des Finances de Louis XIV, ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Bon, ça va, je n'ai même pas besoin d'aller chercher. Je vous expliquer ça entre vous, c'est cool. Auteur du Code noir, exactement. Le code qui, encadre, légalise l'esclavage dans la France de l'époque. Très bonne remarque dans le chat, j'ai pas eu le temps de voir de qui. Le dessin de CAC d'ailleurs ici, il fait allusion. Vous avez le ministre de l'économie Bruno Le Maire qui dit le 21e siècle sera colbertiste. D'accord. Et puis il y a le président Macron qui dit t'es sûr? Et derrière, qu'est-ce que vous avez? Vous avez justement une statue de Colbert avec de la peinture rouge dessus et le fameux code noir, hein, le code qui a encadré, légalisé l'esclavage. Donc voilà. Donc la référence à Colbert, en tout cas dans ce dessin de CAC, elle est un petit peu maladroite de la part du ministre de l'économie. Dans le dessin de CAC, hein, bien sûr. Donc je continue cet édito, très bonne remarque dans le chat. Généraliser à l'extrême la sauvegarde de nos intérêts stratégiques n'est qu'un prétexte pour renforcer un interventionnisme vieux comme l'État, donc on revient à Colbert. Ainsi ce veto charrie-t-il son lot de suspicion à l'égard de la création de richesses d'origine privée, de défiance envers la concurrence, de diabolisation de l'entreprise et de l'échange. Que de dégâts! L'exécutif donne du crédit aux doctrines du repli, il sape l'attractivité du pays, nombre d'actionnaires se sachant désormais exposés aux faits du prince. Voilà. Donc là, on a un journal qui est pour justement la liberté des entreprises. Donc la décision que vient de prendre le gouvernement, ça les met très en colère. Quelle heure il est? 11h10. Il nous reste 5 minutes. Allez, comment utiliser au mieux ces 5 minutes? Est-ce que j'ai oublié un truc dans la presse quotidienne, à part l'Obs dont je vais vous parler aussi? Je vais à la pêche des journaux qui sont juste là. Vous bougez pas, j'enlève mon oreillette.
je veux pas passer à côté d'un truc, parce qu'après, je regarde les journaux après, puis je me dis, ah, j'ai oublié de leur parler de ça, c'était tellement bien. Bougez pas. Je crois que c'est bon. Vous savez quoi? J'ai rien oublié. Ouais, ça fait beaucoup de journaux. Ouais, je sais, bah, c'est du sport, hein, c'est du sport. Oh, d'ailleurs, à propos de sport, juste merci. Merci. Hier sur Twitter, en fin de journée, j'ai posté un tweet qui était super important pour moi. Et je voulais remercier tous ceux qui avaient répondu. Je vous lis ce tweet. J'ai écrit besoin de vos conseils. Pour trouver le temps de lancer mon aventure d'apprenti streamer, j'ai presque arrêté le sport. Je cherche, c'est vrai, ça j'ai dû, en fait, pour vivre ça avec vous, bah, j'ai arrêté le sport parce que je pouvais pas taper dans le sommeil, il n'y en avait plus beaucoup. La vie de famille, on n'y touche pas, c'est sacré. Puis dans mes autres boulots, on n'y touche pas, bien sûr. Donc j'ai arrêté le sport. Je cherche l'idée géniale qui me ferait streamer et faire du sport en même temps, idéalement courir. Voilà, un genre de stream sportif participatif. Des idées, et j'ai eu 523 réponses. 523 réponses, la plupart extrêmement pertinentes, avec plein de propositions. Donc je voulais remercier parce que je suis sûr qu'il y en a plein dans le chat là maintenant qui m'ont mis un petit mot. Donc voilà, on m'a proposé, on m'a donné des solutions techniques hein, pour ce stream. Voilà, des idées. Peut-être, voilà. Alors je cherche, voilà, je suis en train de laisser reposer ça. Et à un moment, je vais essayer de mélanger ces deux plaisirs que j'ai, ces deux passions, pour le sport, notamment la course à pied, et le stream. J'essaie d'inventer un truc qui soit, techniquement réalisable, donc streamer en direct en faisant du sport, par exemple en courant dans Paris, ou là où je suis, et puis deux, que ce soit intéressant à regarder, que ce soit l'occasion de passer un bon moment ensemble. J'ai pas encore trouvé la bonne. Je sais que Domingo a fait des trucs intéressants là-dessus. D'ailleurs, Domingo, je vais le voir dans pas longtemps, là, dans Popcorn, dont je suis invité cette semaine sur Twitch. Donc on va en parler en même temps, tous les deux. Mais voilà, je voulais remercier tous ceux qui m'avaient répondu parce que j'avais été très touché par ces 523 messages quand même sur la question. Je suis en train de regarder toutes les réponses et de prendre plein de notes. Just Dance. J'ai jamais vu danser. Allez, 11h13. Chose promise, chose due depuis la semaine dernière, je vous promets, de parler de l'Obs. Et puis chaque jour, on est à la bourre. Parce que j'étais surpris, je ne connaissais pas Bruno Latour, je ne connais pas tout. Bruno Latour, le penseur qui inspire la planète. Ah tiens, il y a quelqu'un qui dit dans le chat, t'as qu'à ouvrir tes subs, t'as raison, ouvre tes subs, comme ça tu vas pouvoir financer ton matériel pour le stream sportif. C'est vrai que je suis allé voir si je mets un tapis à la maison, un tapis de course avec tout ce qu'il faut pour... bon, c'est vrai que c'est bon. Mais même un sac de stream par exemple, avec tout ce qu'il faut pour streamer en direct dans un sac, ça coûte bonbon. Bon, Bruno Latour, le penseur qui inspire la planète. Je connaissais pas Bruno Latour. Alors je me suis dit, mais qui c'est? Qui c'est? Et alors l'Obs me dit que c'est un des penseurs français les plus connus à l'étranger. Donc je vous lis ces quelques lignes pour partager avec vous mon ignorance et du coup la connaissance apportée par l'Obs. Bruno Latour, 73 ans, sociologue, ethnologue, philosophe des sciences. Traduit en 30 langues, dont le mandarin, la classe. Il a été classé parmi les 10 chercheurs les plus cités au monde en sciences humaines. Il a un livre manifeste notamment qui date de 2017 qui s'appelle Où atterrir, qui a élargi son public un peu au-delà des sphères académiques. C'est ce que nous explique l'Obs dans son dernier numéro qui est sorti le 14 janvier, donc il était temps que je vous en parle un petit peu. La semaine prochaine sort, donc cette semaine, Où suis-je? Brève méditation sur le confinement, toujours signé par Latour. Et alors, que va dire dans ce livre qui s'apprête à sortir Latour? Maintenant que nous sommes à notre tour immobilisés, le confinement, le couvre-feu, tout ça, il est temps de nous demander où nous sommes vraiment, de réfléchir à ce qui nous fait vivre. Alors que nous continuons à nous penser autonomes, libres dans l'univers infini, nous sommes plus que jamais dépendants d'une mince et fragile biosphère. Notre monde a changé, nous ne pouvons plus... J'ai mes mails qui... J'ai encore ouvert mes mails. Vous avez entendu mes mails? Ah, c'est 11h15. Je suis en retard. Ah oui, c'est mon rendez-vous. Attendez, je vérifie mon rendez-vous. Eh oui, c'est l'heure, monseigneur.
Non, j'ai encore le droit, je peux déborder, c'est bon. Il faut que je parle quand même de Bruno Latour. Notre monde a changé. Nous ne pourrons plus continuer à faire comme avant, il nous faut revenir sur Terre. Message radical qui implique de rompre avec l'économie et de sa façon de découper le monde en petites entités sécables et quantifiables. Voilà. Alors, je vais à l'essentiel pour vous dire ce que moi j'ai compris du message de ce monsieur qui est extrêmement intéressant. Dans Où suis-je ? Latour utilise la notion d'hétérotrophe empruntée à la biologie. Les êtres hétérotrophes se nourrissent en prélevant de la matière organique sur d'autres organismes vivants. Ce sont les animaux. La plante, elle, par exemple, elle est autotrophe car elle fabrique directement sa matière organique à partir des éléments minéraux. L'être humain, souligne le philosophe, est d'autant plus hétérotrophe qu'il n'existe que par ses relations. Donc c'est un penseur de la relation au monde, c'est un penseur de la relation à l'écologie, qui dit, profitons un petit peu de ce confinement, de cette crise sanitaire, de ce couvre-feu, pour réfléchir à notre place dans le monde et arrêtons de nous penser autonomes, nous, les hommes, les humains, mais prenons conscience que nous sommes en relation extrêmement imbriquée avec notre environnement, avec notre planète, avec notre mince et fragile biosphère, pour reprendre ces mots. Je trouvais ça intéressant. Évidemment, là, je suis à la surface, vraiment à la surface de la pensée de Latour. Mais si vous voulez en savoir plus, il est encore en kiosque. C'est l'Obs. Et là, vous pourrez accéder à un article qui est beaucoup plus complet sur la question. Je sais, je suis un petit peu en retard. 11 heures. Ah oui, c'est marrant. Oui, j'ai un rappel. Ah oui, c'est ça qui s'est allumé. Je voulais pas à l'antenne, au moins ça. C'est sur mon ordinateur. Session live. Ah oui, j'ai une réunion là. À 11 h. Oui, d'accord, à 11 h 30. Oui, c'est bientôt, oui. D'accord. Ah oui, c'est ça qui sonnait. Oui, en fait, c'est France Télévisions qui me rappelle. C'est beau la technologie. C'est France Télévisions qui me rappelle que j'ai une réunion dans quelques minutes sur Twitch. Ouais, France Télévisions s'intéresse. Je vous le dis qu'à vous, je vous le dis à personne. Mais voilà, à France Télévisions, et je m'en réjouis, on regarde tout ça avec beaucoup de curiosité, et une curiosité positive, sympathique, voilà, pour éventuellement, on va voir si France Télévisions peut pas aussi faire quelques pas en votre direction. Merci à tous. On a discuté combien de temps ensemble? On a commencé à 9 h 30, 11 h, ça fait 1 h 45, ce qui est plutôt pas mal pour un lundi. Est-ce que je serai là demain? Je ne sais plus. Je suis là quasiment tous les jours, mais parfois j'ai un rendez-vous, j'ai une réunion, j'ai un truc. Mais je vous tiens toujours au courant, bien sûr. N'hésitez pas à suivre cette chaîne, comme ça vous serez informé avec la petite notification qui va bien au moment où je me connecte, comme ça vous ne louperez rien. N'hésitez pas à suivre aussi mon compte Twitter, parce que c'est là que je donne chaque jour mon prochain rendez-vous. Donc en général, en fin de journée, je dis, demain les amis, on se retrouve à telle heure. Donc là, il faut que je regarde pour demain, effectivement. Mais l'objectif, c'est d'essayer d'être là tous les jours. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci d'avoir été aussi nombreux. Je vous souhaite une belle journée. On se quitte avec le soleil en plus. J'espère qu'il fait aussi beau chez vous. Ce matin, dans la météo de France Info, j'ai annoncé que c'était une belle journée, qu'après la dissipation des brouillards matinaux, j'aime bien dire ça, ça fait super météorologue, et des nuages bas de ce matin, on allait avoir une belle journée aujourd'hui et demain. Après, ça va se gâter. Profitez-en. Bonne journée. Prenez bien soin de vous. Et puis, on se retrouve aussi à 18 h dans Question pour un champion. Voilà, je fais ma petite pub pour France 3. Et puis aussi demain matin à 6 h sur France 2. Et puis demain aussi de 6 h 30 à 8 h 30 sur France Info. Et puis demain aussi sur Twitch sans doute. Mais ça, je vous tiens au courant sur Twitter. Prenez bien soin de vous. À très vite. Et n'oubliez pas, l'important, c'est vous, c'est votre bonheur et celui que vous donnez autour de vous. Ah, attendez, il faut une musique pour ça. Je reprends. L'important, c'est vous, c'est votre bonheur et celui que vous répondez autour de vous. Bye bye.